Bonjour chers collègues, bienvenue sur cette émission MAC 3 pour permettre au bureau exécutif de répondre aux questions que vous avez bien voulu leur poser. Alors tout de suite on reçoit Christophe Caille. Christophe, bonjour. Alors pourquoi ce format d'émission ? Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi ce format d'émission ? Vous l'imaginez bien, la situation le commande actuellement. Pour autant, on a besoin de se réinventer, on a besoin d'apporter un peu d'humain dans ce monde un peu brutal. Et on s'aperçoit pour la deuxième année, on constate malheureusement pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons tenir nos assemblées régionales. C'est un véritable crève-cœur pour le bureau exécutif de ne pouvoir s'exprimer en présentiel avec nos confrères et échanger de manière plus naturelle qu'on ne le fera jamais, même par ces nouveaux médias. On doit se réinventer, on doit apporter des explications, parce qu'on vit une situation compliquée, alors situation pandémique bien sûr, mais chez Allianz en particulier. Je ne veux pas faire de la sinistrose, je ne veux pas que nos confrères qui nous écoutent aujourd'hui repartent plus déprimés qu'ils ne le sont. On sent une véritable exaspération dans le réseau, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements perçus comme très négatifs et qui le sont. Et on doit apporter ces précisions parce que la nature a peur du vide et a peur de tout ce qui se passe. Et j'en profite pour faire peut-être aussi inviter les confrères qui nous écoutent aujourd'hui à lire, à prendre le temps de lire les informations nombreuses que nous envoyons depuis 1 an. Une information, 7, pardon pour le terme de 1,7, par semaine sont envoyées au réseau des agents. Elles ne sont pas toutes lues, je comprends, il y a un tel flux d'informations, mais si on pouvait juste prendre le temps de lire, de consulter ce qui se passe dans les commissions techniques, de consulter ce qui se passe au bureau national et au bureau exécutif et en région, il y a beaucoup de réponses qui sont déjà véhiculées, mais qui ne sont pas assez lues et appréhendées. Alors aujourd'hui, Julien, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est d'aller un peu plus dans le détail de ces préoccupations, d'essayer d'y répondre. On ne pourra pas tout faire et j'en profite pour indiquer que nous attendons avec une grande impatience de nous réunir les 3 et 4 juin à La Baule pour une assemblée générale présentielle pour le coup. Et on ira, ça se fera, j'en suis convaincu, on aura une bonne étoile enfin. Mais en attendant de faire ça, il faut qu'on vous réponde, il faut qu'on puisse expliquer. Et puis si je voulais être taquin, parce que je le suis souvent, tu me connais Julien, c'est une émission pour les agents, faite par des agents. Et ça change un peu. Effectivement. Et alors je vous propose qu'on passe de suite au premier sujet. Merci Christophe. Donc Xavier Cuc et Jean-Jacques Perron nous ont rejoints pour parler de l'indemnisation. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors première question à toi Jean-Jacques, l'indemnisation cette année s'est fortement dégradée. Qu'en est-il des réactions de la compagnie sur les moyens humains et puis notamment sur la gestion des sinistres complexes ? D'accord. Alors bonjour Julien, bonjour chers collègues. Je crois que c'est important de dire vraiment dans quelle situation on se trouve. Un des premiers progrès qu'on a eu avec l'Indem, c'est qu'on est arrivé à avoir des discussions et qu'ils avouent, entre guillemets, leurs difficultés et qu'on sorte du déni. Donc pour cela, ce qui a été important, c'est qu'ils communiquent directement avec les agents. Vous vous souvenez sûrement d'une vidéo qui était passée avec Anne-Sophie Grouchka et Suter, dans laquelle ils avaient démontré et présenté les avancées qu'on avait obtenues ensemble. Alors, elles sont de plusieurs ordres. La première, compte tenu des difficultés d'effectifs pour pouvoir gérer la masse sinistre, il y a une plateforme qui va être ouverte, elle est en test aujourd'hui à Lille, et ce qui permet de renforcer les effectifs en indemnisation, et notamment en auto, puisque c'est là qu'il y a le plus de flux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été abordé, c'est un peu comme ça avait été fait sur l'impulsion de Xavier en vie, c'est de veiller à ce que sur des sinistres, comme tu le dis, complexes, on ait un seul interlocuteur qui traite le dossier de A à Z pour éviter à chaque fois aux agents, aux collaborateurs de réexpliquer leur dossier. Et vis-à-vis du service client, c'est un peu compliqué. Le troisième point aussi, c'est la montée en compétences. La montée en compétences, parce qu'il y a eu des recrutements. Dernièrement, les recrutements ils sont plutôt haut de gamme, puisqu'ils ont recruté des gens qui travaillaient notamment des services de Pacifica. Mais je crois que Christophe l'a dit aussi tout à l'heure dans son introduction, on ne peut pas nier que cette période du Covid a créé d'énormes difficultés dans leur organisation.
comment former des gens, comment les aider à monter en compétences, alors que cela a été basé sur une organisation collective, quand des gens se retrouvent en télétravail chez eux, sans référent à côté. Donc c'est un peu la limite du procès et qui explique en partie les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, j'entends, mais globalement, tout ça, c'est quand même le problème de la compagnie. Ce n'est pas le nôtre. Nous, de notre côté, tous les collègues ont des problèmes en indemnisation. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Mac 3 peut faire pour mettre la pression, au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, sur la compagnie? Alors, la pression, je ne sais pas si c'est la pression. Honnêtement, on a, par l'intermédiaire de François-Régis Boiron, notamment à l'Indem, on a des discussions fréquentes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses. On est au bout d'un système. Quand je dis qu'on est au bout d'un système, on est au bout d'une organisation industrielle qui avait été envisagée il y a quelques années d'industrialiser la gestion des sinistres. Donc, juste un petit rappel. À l'époque, pour aider les agents ou pour les inciter à aller sur ce type d'organisation, on avait affiché des coûts qui n'étaient pas les coûts du marché, et qui étaient un petit peu du dumping. Et le calibre qui avait été envisagé grâce à ces coûts-là, il y avait 40% des agents qui devaient passer en gestion sinistre. Aujourd'hui, c'est 80% des agents qui sont en gestion sinistre. Ça veut dire que notre sentiment aujourd'hui, c'est que, en effet, ce type d'organisation, il est complètement remis en cause parce qu'il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et je pense que ce n'est plus un schéma pour la compagnie qui est rentable. Et ce qui est paradoxal, quand je vous dis que le coût est moindre par rapport à ce qui peut exister sur le marché, c'est de l'ordre de 40 €. Mais nous, on n'est pas satisfait non plus, parce que l'agent est toujours prêt à investir s'il a la qualité. Et en fin de compte, c'est le serpent qui se mord la queue. La compagnie n'est pas satisfaite parce qu'elle dit qu'elle ne rentre pas assez d'argent, et nous, l'argent qu'on donne, n'est pas satisfait parce qu'on dit qu'on est obligé de contrôler en agence la gestion des sinistres alors que normalement on peut la traiter. Donc c'est pour ça que je te dis que franchement on est au bout d'un système, et je pense qu'on aura dans les mois à venir que le sujet devra être mis sur la table. Il y a plein d'agents sur ce sujet-là qui se posent la question, qui est légitime, de reprendre la gestion des sinistres. Alors, deux questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que Mac 3 peut encadrer cette reprise de main sur la gestion sinistre des agents? C'est une très bonne question. Et notamment, il y avait un article d'AGA cette semaine qui disait, et je pense qu'on est tous convaincus ici, c'est que l'essence même du métier d'agent, c'est le SAV. Le SAV, c'est quoi? C'est la gestion des sinistres. Alors à cette époque, ce qui nous était vendu, c'était de dire, voilà, on prend la gestion des sinistres, ça va vous libérer du temps commercial. Encore une fois, si c'est bien traité et que l'agent peut suivre le sinistre, il bénéficie de la relation client. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la grande majorité des cas. Donc oui, ma question, oui, je pense qu'on peut envisager de reprendre, pour les agents qui le souhaiteraient, la gestion des sinistres. Mais tu te doutes bien que ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Pourquoi ? Ça veut dire que si on vient sur ça, ça veut dire que les agents devront réembaucher. Donc c'est un coût qui est largement différent de ce qu'on peut payer aujourd'hui. Complètement. 2, il y a de la formation, puisque il y a très peu de formation aujourd'hui. Donc il y a vraiment un planning, si on en discutait avec la compagnie, il faudrait avoir un planning de formation. Et 3, c'est les nouveaux agents. Aujourd'hui, les nouveaux agents, depuis des années, quand ils rentrent dans la profession, ils n'ont pas le choix. On leur dit, vous allez gérer les sinistres, vous n'allez pas les gérer, c'est la plateforme. Et on en arrive même à des excès. Quand il y a un collaborateur dans l'agence qui est performant, compétent et qui a de l'expérience pour la gestion des sinistres, et bien même dans ces cas-là, sauf exception et négociation. Donc, à ta question, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut envisager, mais ça va être complexe, ça demande des discussions avec la compagnie. Il faudra aussi que les agents qui fassent ce choix-là mesurent bien aussi les impacts que ça aura dans leur activité, aussi dans leur développement commercial. Et Julien, évidemment, ça sera encadré par les équipes de Mac 3. Ça fait partie de notre mission. C'est de ne pas laisser la compagnie seule organiser notre métier. Ça, je le dis à mes confrères, parce qu'on a souvent l'impression qu'on subit. Non, on est dans la proactivité, dans l'interprétation de ce qu'il faut pour notre métier. Personne d'autre qu'un agent général ne connaît aussi bien ce métier. Donc évidemment que ça sera encadré par les équipes de l'Indem, suivi par le bureau exécutif.
Et on ira dans le sens, et on a du partenariat avec la compagnie. Il n'y a pas que des choses, je le disais, hein, il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Il y a aussi des évolutions, parce qu'ils ont des limites de compétences. Quand je dis compétences, ce n'est pas compétences techniques, parfois oui, mais compétences humaines. Eh bien, c'est à nous de trouver le chemin. On est chef d'entreprise indépendant, enfin, chef d'entreprise en tout cas, et on doit prendre notre destin en main. À ce sujet, on parle de concertation avec la compagnie. On a tendance à voir arriver dans les nouvelles DG des limitations de garantie, des DG qui sont plus contraignantes qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est un mouvement général qui est concerté et est-ce que la compagnie va se diriger dans ces limitations? Alors, je vais être clair, c'est pas acceptable. Comme dit Christophe, si on doit modifier des choses, on doit le faire avec nous. Parce que c'est nous qui sommes en relation client. On ne peut pas déterminer du jour au lendemain, parce que un des aspects aussi de l'Indem aujourd'hui, c'est la maîtrise des coûts, c'est l'augmentation des coûts sinistres. Donc, qu'est-ce que la compagnie a tendance à faire aujourd'hui? C'est modifier les DG. Je vais te prendre deux exemples. Hein. Il y avait, sans rentrer dans le détail, le bris de glace, avec un process bris de glace qui a été mis en place, sans qu'on soit concerté. Donc, quand on dit qu'on accompagne ou qu'on s'oppose ou qu'on freine, hein, c'est comme le Covid, hein, on freine. Donc on a réussi à ce que cette organisation-là, ce process-là ne soit pas appliqué en agricole ou en flotte, mais ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on a un autre phénomène, alors qu'on nous a poussé pendant des années à utiliser des bonnes pratiques pour pouvoir diminuer le tarif et faire demander aux clients s'ils avaient un garage clos et couvert, puisque ça jouait sur le tarif. On a même certains des collègues, comme par hasard, qui avaient 100% de leurs clients qui avaient des garages clos et couverts. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un coût dans les sinistres et on veut, au niveau des DG, appliquer une RP où on n'est pas encore en fausse déclaration. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est nous qui sommes avec le client, on ne peut pas du jour au lendemain ça. Et puis je pense qu'il faudra aussi que l'indemnisation et la direction technique se rapprochent de la distribution, parce qu'en fin de compte, c'est aussi des bonnes pratiques, encore une fois, qui ont été poussées, animées par la direction, et on ne peut pas du jour au lendemain sur ça. Certes, on veut diminuer le coût de sinistre, on l'entend, le marché, en effet, voilà, on pourrait discuter longuement aussi de la fréquence en auto pendant le confinement, etc., mais c'est des débats sans fin. La compagnie, on sent bien qu'elle est plutôt dans une posture de pouvoir faire évoluer les choses, maîtriser les coûts et augmenter les tarifs. Donc on peut en discuter, encore une fois, comme on en discute entre gens intelligents, responsables, mais il est hors de question, il est vraiment hors de question, on aura l'occasion de dire ce dossier-là, que les choses se fassent sans nous concerter, sinon on s'opposera. Et puis voilà, mais après je pense qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Je pense que des négociations entre gens responsables devraient aboutir. Mais c'est vrai que c'est une tendance dangereuse et que sur laquelle il faut que l'on freine vraiment aujourd'hui. Merci. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Je vous propose qu'on passe au sujet corporel, aux questions qui ont été posées. Alors la première question, Xavier, quand la finalisation des péris sera-t-elle possible sur les points de vente secondaires? Alors, tout d'abord, bonjour, chers consoeurs et bonjour, chers confrères. La finalisation des péris, en fait, il y a un sujet un peu plus vaste qui concerne les opérations en PVS, qui sont, par exemple, voilà, le sujet que tu évoques, mais aussi, par exemple, la qualité client, qui aujourd'hui n'est pas faisable en PVS. Alors c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que c'est une opération qui est quand même majeure pour la compagnie et également pour les agents. Et c'est sûrement la contrepartie de cette agilité qui fait qu'on développe des choses sans se rendre compte que ça ne fonctionne pas dans une bonne partie de nos agences que sont les PVS. Et malheureusement, la réponse sera d'attendre VPA, puisque avec VPA, là, le sujet des PVS change complètement, puisqu'il n'y a plus de PVS en tant que tel. Donc voilà, malheureusement, il faudra attendre le déploiement VPA pour arriver à une solution durable sur ce sujet. D'accord. Pour les péris TNS, quand il y a une problématique quand le payeur est une personne morale, où on doit envoyer systématiquement les documents, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autrement? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Alors là aussi, c'est un sujet un peu plus vaste. C'est globalement l'étude sur pièce plutôt que sur PDF. C'est un sujet sur lequel on a souvent demandé ces dernières années une réétude des process, parce qu'en 2021, ce n'est pas possible d'imposer à un client des délais postaux.
Derrière, quand on a un peu étudié le traitement de ces courriers, on se rend compte qu'en fait, il y a des délais de rapprochement énormes, puisque le prestataire qui reçoit dans une enveloppe un document, alors encore une fois, je réponds de manière un peu plus globale, mais cette problématique est englobée dans un ensemble. Et quand le prestataire qui traite ça de mémoire à Strasbourg reçoit des documents qui sont mal qualifiés, par exemple, il y a un travail énorme de rapprochement avec les flux qui seront traités ensuite par la compagnie. Et donc, ce sujet du traitement sur scan, c'est primordial et on doit l'obtenir. On doit l'obtenir. Alors, on l'a demandé plusieurs fois. On a obtenu des fins de non-recevoir sur des sujets juridiques. Donc, il semblerait qu'il y ait du juridique derrière. Pourquoi pas ? Ça, je ne le sais pas. Par contre, on a avancé de manière un peu détournée, c'est-à-dire que, par exemple, on s'est fait communiquer, et en ce sens, on a remercié la compagnie d'avoir accepté de le faire par transparence, les délais de bout en bout de traitement sur la vie et sur la prévoyance, par exemple. Et on se rend compte, évidemment, que les actes délégués qui sont traités en agence sont évidemment traités dans des délais qui n'ont rien à voir avec les actes non délégués, sachant que cette part de rapprochement est énorme dans ce délai, du moins, c'est ce qu'on suppose. Après, il faudra qu'on l'étudie. Et il y a un an environ, je crois que c'est tout ça avant le confinement, nous avons travaillé sur la procédure RGPD, donc avec notamment Bruno Souris, avec Didier Dutheil, qui ont fait un énorme boulot là-dessus. Et on a bien reprécisé que nous étions délégataires d'archivage, notamment pour les pièces vie. Donc, l'espoir qu'on nourrit, c'est qu'en rapprochant ces deux sujets, donc la recherche d'un délai convenable, même pour les actes hors délégation, et cette capacité d'archive qui est déléguée à l'agent et qui est écrite dans la réglementation, on a bien bon espoir de faire avancer ce sujet et d'enfin pouvoir travailler sur... se contenter d'envoyer des scans, encore une fois, ne serait-ce que pour éviter les délais postaux aux clients. Bien sûr, merci. Un sujet qui intéresse beaucoup d'agents, qui est toujours une période compliquée, c'est l'intéressement vie. Oui. Il est signé, il n'est pas signé, on va attendre, comme d'habitude, 2022 pour signer l'intéressement 2021, ça se passe comment ? Alors, juste très rapidement, il n'est pas loin d'être signé. Les délais, ils sont absolument anormaux. Pourquoi il y a ces délais ? Pour deux raisons. C'est-à-dire que l'intéressement aujourd'hui, il est quand même assez compliqué. Faut imaginer que derrière, il y a des formules, que nous, on est des agents. D'abord, on travaille avec nos clients et c'est notre quotidien. Quand on reçoit une formule avec des variables, etc., en nous disant qu'est-ce que vous en pensez, c'est un peu long à appréhender. Et heureusement, encore une fois, les équipes de Virginie Rémy s'attellent à la tâche et on arrive à avoir un avis dans le temps qu'on arrive à jauger. Quand on ne signe pas d'intéressement, c'est qu'il y a des raisons et qu'on estime qu'il y a des enjeux pour les agents qui sont en fragilité, qu'il y a de vraies fragilités, encore une fois, pour le réseau. Et donc, quand on ne signe pas d'intéressement, c'est qu'il y a encore des discussions qui, parfois, sont arbitrées, par exemple, avec l'aide de Christophe. Et il y a de vraies raisons à ces délais. Cette année, franchement, on a bon espoir à l'heure où je parle, qu'on ait une signature, on va dire, dans le premier trimestre. Sachant que si je dévoile les quelques enjeux de la discussion, en santé, il fallait qu'on puisse maintenir la valorisation de la santé individuelle salariée, qui a été un peu compliqué, mais franchement, on est en bonne voie de l'obtenir, puisque la résiliation infra-annuelle change un peu la donne. Et en vie, le gros de la discussion porte sur l'intégration des transferts dans les nouvelles gammes liées à la loi Pacte ou simplement au transfert sur AVF des anciennes gammes. Voilà, je dévoile juste quelques mots, mais tout ça, j'espère qu'on pourra communiquer très très vite là-dessus. Et pour l'instant, on a un bon espoir de le signer rapidement. Avec des choses, pardon Julien, favorables. Je souligne ce que dit Xavier sur tout ce qui est santé, prévoyance. Vraiment des choses favorables, parce qu'on a tous les modèles changent, ça change tout le temps. Il y a des lois qui contraignent nos métiers. On a un métier réglementé, on le sent bien. Il n'y a pas que sur la vie, il y a tous les sujets. Tout change, tout est blackboulé. Et en même temps, l'économie des compagnies est également changeante. Pour la première fois, elles sont un peu plus en tension. Ils resteront riches. Je dis à mes confrères, soyez rassurés, Allianz restera riche. Mais en attendant, certainement un peu moins que l'année passée, comme tous les métiers. Et donc, la législation, plus la pression certainement de l'actionnaire et la volonté d'avoir une rentabilité toujours affichée,
fait qu'on peut avoir des changements de règles du jeu. Elles sont quand même encadrées, je tiens à le dire. On a des accords qui sont triennaux. Et à l'intérieur de ces accords triennaux, que ce soit en épargne ou en santé, il y a des variables d'ajustement. C'est de ça dont parle Xavier et que traite Virginie Rémy avec ses équipes. C'est ça. Ce sont les variables. Et quand on prend le temps, ça peut être, comme le dit Xavier, soit la compagnie, mais aussi nous. Et on l'assume. Parce qu'on ne peut pas accepter de signer très vite pour un affichage quelque chose qui serait pénalisant pour la grande majorité. Alors c'est surtout valable en prévoyance santé, parce que malheureusement, on trouve qu'il y a trop peu d'agents qui perçoivent l'intéressement épargne. Et pourtant, quand on aura des questions, je crois, sur la stratégie 2021 du groupe Allianz, c'est d'aller sur les marchés d'assurance de personnes, épargne, santé, prévoyance. C'est un sujet où on est un peu moins embêté que sur les R&D, mais je ne veux pas déflorer les sujets qui ne manqueront pas, je suppose, sur tous les risques yard. Il y en a un peu. On parle on va réussir à signer, on va avoir quelque chose, une avancée. Il y a eu une brève Mac 3 il y a quelque temps sur la banque privée et la facturation de la banque privée. On en est où sur ce sujet? Pas beaucoup plus loin. Une parenthèse sur la banque privée, la réglementation a évolué. Et tout le monde se rappelle que, par exemple, pour signer des FCPI, il fallait la double signature de l'inspecteur pendant un temps. À la mise en place de cette nouvelle réglementation, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, il y a toute une gamme qu'on ne peut plus commercialiser. Et il y a quelques mois, la banque privée a proposé un partenariat avec les agences pour pouvoir continuer à souscrire ces produits-là en évitant d'envoyer nos clients habituels chez les concurrents, par exemple. Et sur cette discussion, on a été plutôt à l'écoute. Ensuite, la difficulté, c'est que la banque privée s'est prévalue de ces discussions pour sortir un projet qui ne correspondait pas à cette discussion, puisqu'ils ont déroulé un programme où l'agent paye l'expertise. Et là, chers confrères, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Les agents qui reçoivent des inspecteurs pour travailler, fût-ce-il inspecteur patrimoine ou banquier privé, n'ont pas à payer cette expertise. C'est écrit dans le mandat, mais il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au mandat. Cette ligne rouge, on l'a exprimée dès le départ en disant sur les gammes dédiées, nous ne tolérerons pas un partage de commission, puisque, juste un petit aspect technique, mais les banquiers privés n'ont pas nos outils. La détermination du client, elle est issue d'un questionnaire auquel il répond. On n'a pas vocation, malgré un très bon conseil de banquier privé, de court-circuiter ce dispositif de souscription. Enfin, bref, il y a plein de raisons qui n'ont pas été en plus abordées, donc qui font que sur les gammes déléguées, nous n'accepterons pas de partage de commission. Et donc il a fallu qu'on sorte malheureusement cette brève parce qu'on commençait à voir à l'ordre du jour des clubs patrimoine la présentation du nouveau process. On commençait à voir des inspecteurs qui disaient, peut-être liés à des initiatives individuelles, je ne sais pas, mais je ne peux plus intervenir sur les dossiers à plus d'1 million, voilà, puisqu'il faut faire intervenir la banque privée. Donc il a fallu qu'on mette de l'ordre dans cette espèce de brouhaha qui est né des premières interventions, je crois que c'était au mois de janvier, et je pense aussi que c'est un club patrimoine, enfin bon, peu importe. Voilà. Bref, aujourd'hui, cette ligne rouge, nous avions dit qu'il y avait une ligne rouge qui a été franchie. Donc nous sommes revenus à ce point-là. Nous restons ouverts à une discussion sur la gamme qui n'est pas déléguée, qu'on ne peut plus commercialiser. Par contre, nous fermons la porte à la partie qui nous est déléguée, type AVF ou reversement, sur les gammes existantes comme Yearling, etc. Et donc voilà, aujourd'hui nous en sommes là et il fallait le préciser parce que, encore une fois, on a reçu énormément de messages de confrères, on y a répondu individuellement. Il y a eu des situations où, quand on mettait les chiffres bout à bout, ça donnait des sommes faramineuses, là, enfin bon, etc. Donc voilà. Donc on a reprécisé tout ça, aujourd'hui on en est au même point et la discussion, la balle est dans le camp de la compagnie, quoi. Et ça va au-delà de... Enfin, on a des principes. Chez Mac 3, on a des principes, on a des valeurs. Notamment le respect du mandat. Ce cas-là, ça pourrait faire jurisprudence. Parce que si on rentre dans le tout facturation, on pourrait très bien imaginer demain, en entreprise, si on va sur le LIARP, que lorsqu'il y a un inspecteur préventionniste qui vient, parce qu'il a une valeur ajoutée, une expertise, on va nous demander de facturer.
Donc, par principe, c'est non. Et on s'oppose totalement à ce type de tout-facturation. On a la chance d'avoir autour de nous des inspecteurs spécialistes qui sont compétents, qui sont performants, à la compagnie de donner les moyens à ces gens-là d'aller sur des gammes qui ne sont peut-être pas dans leur périmètre. Mais il est hors de question qu'on nous facture des prestations de spécialistes. Voilà. C'est un principe sur lequel on ne dérogera jamais. D'où l'intérêt, comme l'a dit fort bien Xavier, c'était la ligne rouge, et sur un principe, sur nos valeurs, il en est hors de question. Alors, j'en profite, parce que je le sais, il y a des tentatives en fait, certains inspecteurs, banquiers privés, et pourtant je les respecte, ce sont des gens absolument remarquables, sous pression de la compagnie, qui essayent de faire signer des accords individuels aux agents qui travaillent fortement sur le patrimoine. Donc là, je le dis à mes confrères qui nous écoutent, ne signez rien, s'il vous plaît. C'est pas s'il vous plaît, je vous le demande, de respecter nos mandats, de ne pas exposer. Alors, si vous voulez le faire individuellement, je trouve ça déjà grave. Mais je vous demande d'être ferme. Il n'est pas question, comme l'ont dit mes deux amis, que nous commencions à payer des prestations de l'inspection. Pas question. Et je le dis aussi, Julien, pour terminer sur ce dossier, tu vois que je suis un peu plus tendu, mon visage s'est peut-être un peu fermé, c'est qu'on ne s'interdira rien si la compagnie perdure. Mais rien. J'en dis pas plus, parce que ça ne sert à rien de menacer sans faire. Je suis un homme ouvert, tolérant. Quand je dis je, c'est Mac 3, l'institution. Mais là, il y a une limite qui vient d'être franchie, qui m'agace profondément. Merci messieurs pour ces réponses. Je vous propose tout de suite qu'on passe au sujet suivant. Alors, Jean-Jacques, est-ce que tu penses qu'Allianz a une vision pour son réseau, une vision d'avenir ? Alors, Christophe l'a dit dans son introduction, on est là pour dire ce qui ne va pas, mais on est là aussi pour dire ce qui va. Honnêtement, sur le réseau, il y a un vrai travail de fond qui a été fait depuis des années, parce que le débat, c'est quoi ? La rentabilité de la compagnie et la rentabilité de l'agent. L'agent, c'est quoi ? C'est sa rentabilité économique de sa structure. Et des efforts ont été faits, notamment sur des petites agences qui, à un certain nombre d'années, étaient réorganisées et qui, en dessous de 150 000, qui n'étaient pas viables. Et on est arrivé, justement, à retravailler là-dessus. Et quand les agences n'arrivaient pas à un certain montant de commission, il n'y avait pas de réorganisation. Donc, il y a vraiment des efforts qui ont été là. On est arrivé à faire comprendre à la compagnie que nous, notre sujet, c'est la rentabilité économique. Alors, on nous parle toujours de l'évolution de nos commissions, mais on ne nous parle jamais de l'évolution de nos charges et de notre résultat. Donc, c'est toujours le débat en termes de réseau. Honnêtement, sur le réseau, ça va. Il y a une vraie vision d'avenir pour répondre à ta question. Quand on voit le nombre d'agents, il y a 100 nouveaux agents chaque année. Quand on voit le nombre de candidats qui se présentent pour être agents Allianz, ça veut dire que le réseau Allianz a une bonne réputation et qu'il vaut mieux, je dis toujours, être agent Allianz qu'être agent d'autres compagnies que je ne citerai pas par respect pour mes confrères. Par contre, sur ce sujet-là, il y a un mot d'ordre, enfin, il y a un fil conducteur, c'est la vigilance. Alors, je vais donner deux sujets qui demandent une certaine vigilance. C'est sur les associations. Donc la tendance depuis des années, c'est de développer les associations. On entend, il y a la complémentarité, ça permet de travailler sur tous les marchés. Mais encore une fois, il faut que ces associations, elles soient mises en place dans le cadre de rentabilité économique. Je te prends l'exemple tout à l'heure des agents de 150 000 euros. Si tu mets 2 associés sur une agence à 300 000 euros, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc l'association, oui, mais à la condition que l'agent a des perspectives de développement et puisse gagner sa vie, parce que ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas là pour pleurer, mais le métier, vous le savez, chers confrères, est de plus en plus difficile. Donc c'est un métier un peu quand même compliqué. Donc voilà, donc il faut être vigilant là-dessus. On est aujourd'hui, sans dire de bêtises, on est à 40% des agences qui sont en association. Donc c'est extraordinaire. Énorme. Bonne nouvelle, mesdames, dans les nouveaux entrées, 30% aujourd'hui de recrutement sont des agents féminins, des femmes. Donc là aussi, il y a une véritable volonté. Et puis je pense que, mesdames, en effet, vous apportez à la profession une nouvelle vision et qui nous sert aussi, nous, à Mac 3, dans l'évolution du métier d'agent. Et en effet, ce sont des perspectives d'avenir. Le deuxième point de vigilance que je veux souligner, c'est aujourd'hui, on voit que les drapeaux, c'est important. L'Alliance
affiche vraiment, a la volonté d'afficher qu'elle est présente, qu'elle a un bon maillage. Donc il y a les directeurs commerciaux, les délégués, on a leurs objectifs, sûrement dans leurs variables, le nombre d'agences et le nombre de points de vente. Donc on voit qu'il y a une tendance à ne pas vouloir fermer le point de vente et à les ouvrir. Et quelquefois pour les ouvrir avec l'objectif de rentabilité, il y a une tendance, il y a une tentative qui a eu lieu dans l'Ouest, c'est de profiter de cette occasion pour modifier la territorialité. Or là, pareil, même sujet que précédemment, respect du mandat. Donc on a une discussion vive sur ce sujet, parce qu'on ne voulait pas que ça fasse jurisprudence. Et je vous le dis, on a demandé au président de région d'être absolument vigilant. Je me répète, ce mot il est extrêmement important. Dès qu'il y a des réorganisations, c'est de veiller à ce que la territorialité de la réorganisation n'a pas été bougée. Si ça l'était, tout à l'heure Christophe le disait, c'est pas une menace, c'est un respect du mandat. S'il faut qu'on aille discuter sur des aspects, je dirais, un peu plus juridiques, on le fera. On en a discuté très librement, encore une fois, avec la compagnie, si on ne s'entend pas là. Donc voilà, faire très attention. Précision, pardon de te couper, c'est pas s'il le faut, il le dit, mais parce qu'il est très gentil, mais c'est pas s'il le faut, on le fera. C'est pas une menace en l'air. Là, pour le coup, ça fait plusieurs fois que ça se déroule, plusieurs fois qu'on a ce genre de discussion. Beaucoup trop de latence et d'attente et de jeux de rôle qui me déplaisent à un point incroyable. Donc, c'est pas s'il le faut. Prochain écart, on assigne. C'est aussi simple que ça. D'accord. Sinon, pour finir pour le réseau, sur une note extrêmement positive, et là aussi, je salue le travail de Didier Dutheil, de toute l'équipe réseau. Il y a des efforts, et même la compagnie nous a accompagnés, qui ont été faits énormes sur la formation. Vous savez qu'on doit, nous et nos collaborateurs, avoir 15 heures de formation DDA. Et cette année, on l'a mis d'ailleurs dans le magazine dernièrement, toutes les formations que va faire la compagnie vont rentrer la plupart dans le DDA. Donc il sera beaucoup plus confortable d'arriver à faire les 15 heures de formation. Voilà. Et tout ça dans un contexte Covid, où en fin de compte, toutes les formations ne peuvent pas se faire en présentiel, alors que Allianz a un outil formidable avec la SAF. Si vous avez l'occasion d'y aller dans un monde meilleur, que j'espère qu'il arrivera très vite, faites-le. Voilà. Donc la formation, voilà, ça c'est un point positif aussi avec la compagnie et dans les discussions qu'on a eues entre Mac 3 et la compagnie sur la partie réseau. D'accord. Autre point sur lequel vous étiez intervenu il y a quelque temps, on a eu une enquête sur l'animation commerciale. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Ça a débouché sur quoi, cette enquête ? Alors, je vais rappeler pourquoi elle a eu lieu, cette enquête. Avec le Covid et le confinement, ça s'est décidé lors du premier confinement. Le développement du télétravail et une relation commerciale avec les clients qui a été complètement chamboulée. Et dans une discussion où tous les soirs, Christophe et mon ami Xavier, ça rappelle, Christophe aussi mon ami, on avait des calls qui duraient. On a fait le constat avec la compagnie qu'en fait, il fallait, j'aime bien ce mot, il fallait qu'on réinvente l'animation commerciale. Il fallait qu'on la réinvente. Ça faisait depuis des années qu'on était sur les mêmes principes. Donc quand on touche à l'animation commerciale, c'est ces sujets passionnants et passionnés. Donc ce qui a été décidé, c'est de faire appel à un consultant extérieur, qui était plutôt spécialiste du monde de l'assurance, qui avait déjà œuvré avec d'autres compagnies sur ce sujet-là, pour qu'il fasse un audit. Et dans ce cadre-là, donc, les agents ont été sollicités, tous les agents ont été sollicités. On a eu des retours, on voit que ce sujet était quand même important, comme tu le soulignes, puis c'est notre quotidien, puisqu'on a une majorité d'agents qui ont répondu. Certains ont été interviewés, et voire même des inspecteurs de la compagnie ont été interviewés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plus de convergence sur le constat que de divergence. Alors sur quoi ça aboutit ? On est arrivé sur des conclusions, sur des sujets sur lesquels il fallait travailler. Le premier, c'est l'élaboration du projet agence, ce qu'on appelle le PDA. Donc, il est important que la compagnie aide l'agent à réfléchir, s'il ne l'a pas fait, sur son projet à 3 ans. Et il est important pour un chef d'entreprise de savoir dans quelle direction il veut aller. Donc, il faut qu'on travaille sur ce point-là. Et ça dépasse le cadre de l'outil. Là, vous avez eu un nouvel outil en début d'année qui est le PDA. Pour nous, ce n'est pas le sujet. Ça, c'est que l'outil. Ce qui est le plus important, c'est le fond.
Hein. Ce n'est pas de savoir si je vais être en positif, si je vais avoir des points de vente, c'est de savoir ce que je veux faire, où je veux aller. Mais pour ça, c'est ce qu'on dit à la compagnie, faut-il savoir aussi où la compagnie veut aller. Comment faire un projet à 3 ans si on ne sait pas, on va au sujet d'entreprise, cette année, c'est compliqué, ça devrait être moins compliqué les prochaines années d'après ce qu'on nous dit, mais voilà, comment faire un projet d'entreprise si on n'a pas une visibilité à 3 ans. Donc voilà, c'est le vrai sujet, donc il faut comprendre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur l'évolution des fonctions de l'inspection. L'inspection, on le voit, il y a le changement de technologie, il y a ABS, il y a l'informatique avec VPA. On a besoin, et la compagnie pareil, encore une fois, c'est les interviews de l'inspection qui sont revenus délégués. On a besoin d'une inspection qui est démonstratrice. C'est-à-dire, il n'y a pas faucon, c'est je me mets à côté du collaborateur, je me mets à côté de l'agent et je démontre que cet outil est utile, que je demande pourquoi il y a intérêt à vendre ce produit-là, parce qu'il y a une valeur ajoutée économique pour l'agent, pour le client. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect. Toujours sur l'inspection, c'est que on voit que le fossé est de plus en plus profond et de plus en plus là entre la direction technique, les opérations et les agents. Or, nous, on est représentants de la compagnie, hein, avant que la compagnie reprenne quand elle verra la vidéo, hein, on est mandataire de la compagnie, mais c'est nous qui sommes en contact avec le client. Et il y a des fois, on ne peut pas avoir juste une vision monocontrat, monobranche. Il y a des clients sur lesquels on doit nous aider à défendre. L'inspecteur, il doit être facilitateur, il doit être le lien entre l'agent et la compagnie. Alors je parle peut-être comme un ancien combattant, mais toi aussi, on a connu ça, qui soit écouté, respecté par les interlocuteurs compagnie des opérations ou de l'ADT, parce qu'il considérera que pour la compagnie, pour l'agence, qu'il y a là une valeur ajoutée. Dans ce cadre-là, et j'y reviendrai tout à l'heure sur l'organisation, on a prévu de faire des réunions avec des représentants des opérations, de l'ADT, l'inspection et des agents. Autre volet, c'est les actions commerciales. Donc il y a des actions commerciales quadrimestres, il y a eu des évolutions qu'on a obtenues lors du confinement, qui était le CDP, le CDB+, où on avait un financement immédiat différent de ce qui se faisait au niveau du CIP. On a revu aussi la notion des mois gratuits. Donc, les atouts FID, si tu me permets, parce que ça, je veux tordre le cou aussi. Les atouts fidélité, alors oui, tu fais bien de dire. Tordre le cou à ce qui a été dit, hein, c'est quand même, ça part de notre demande. C'était sur le premier confinement, pardon de cette digression, mais c'est important de remettre, je le disais au début, parce que ça a été au milieu du village. Hein. Ça a été demandé, nous avons demandé à bénéficier d'un budget d'aide et de relance pour aider nos clients les plus impactés. Ce n'était pas le souhait de la compagnie au départ. Hein. Ça, la compagnie, elle avait prévu quoi au départ? Elle avait prévu, alors elle ne savait pas trop déjà, elle voulait attendre. Voilà, elle a eu raison d'attendre. Nous, on était pressés d'annoncer ce plan de relance. Hein. Elle a eu raison d'attendre parce que tous les effets d'annonce vont parvenir sur un an. Mais enfin, tout ce qui s'est passé, elle était plutôt opposée dans certaines, en tout cas composantes des gens qui dirigent, qui ont le pouvoir, plutôt opposée à la mise à disposition, à la main des agents, de budget pour accompagner à son choix les clients professionnels qui étaient impactés. À force de travailler, à force de leur expliquer que, je le dis, on est chef d'entreprise, on n'est pas des fous furieux, on sait gérer des budgets, on sait gérer nos agences, on a des comptes d'exploitation, on ne tombe pas du ciel, je veux dire, on fait notre métier pleinement. Et donc on est responsable et mature. À force de conviction, on a fini par obtenir la mise à disposition dans la case des agences, on dit le mot case, c'est un peu surprenant, mais dans la boîte agent, pour qu'on puisse accompagner nos clients. Au choix de l'agent qui ne voulait pas le faire parce qu'il y avait une contribution, comme on l'a pour les mois gratuits d'ailleurs, hein, on l'a tout au long des mois gratuits. Là, bien évidemment, il y en avait aussi, mais c'était au choix de l'agent. Et certainement pas faire, pardon pour nos amis d'AXA, je n'ai rien contre cette belle maison qui est AXA, 2 mois offerts, ça servait à quoi? Ils ont été obligés de refaire un plan derrière. Et donc, c'est ça qu'on a obtenu et que Jean-Jacques, avec les équipes réseau, ont fait perdurer, puisqu'à tout feed, on le retrouve encore dans le PDA. C'est un vrai virage qui a été pris, parce que, en fait, ce que me souligne Christophe, ça a été donné à la main de l'agent. Et on a eu, je peux vous assurer, on a eu énormément de contrôles qui ont été faits à la suite de ça, et on a démontré qu'on était responsable et que ça avait été utilisé de façon vertueuse. Ce qui fait que ça a été remis, en effet, dans les actions. Donc voilà, ça c'est important. La confiance qu'on a démontré à Allianz, qu'elle pouvait avoir confiance dans l'utilisation des moyens commerciaux qu'elle nous confiait, qui étaient à notre main, et d'autant plus quand il y avait une contribution de l'agent. Dernier point sur les conclusions. Je disais que le monde avait évolué, et quand on parle de révolution du monde, c'est le digital.
c'est le digital. Donc le digital aujourd'hui, honnêtement, dans l'animation commerciale, on n'est pas structuré. Les seuls agents qui performent sur ce sujet-là, c'est qu'en fin de compte, ils ont des compétences personnelles. Allianz, la force d'un groupe Allianz, doit mettre à la disposition, encore une fois, des agents qui sont volontaires, pas tous les agents, ceux qui se sentent à l'aise avec ça et qui veulent développer ça. Encore une fois, il y a le télétravail, on voit que les ventes par Internet ont explosé et que le trafic, qui est le vrai sujet, passe aujourd'hui par là. Donc il faut qu'Allianz, c'est l'objet de nos discussions, mette en place des community managers à disposition des agents. Donc, en termes d'organisation, ça y est, on a créé un groupe de travail avec 4 personnes et avec des sapiteurs qui sont plus spécialistes sur tel sujet. Alors, pour ceux qui le connaissent, puisque vous voyez dans Mac 3 là, on a Eric Toré-Mocha, par exemple, qui est spécialiste sur le digital, qui va participer avec nous sur ce sujet-là. Et ce que je souhaite, c'est que quand vous allez venir au mois de juin à l'Assemblée Générale, eh bien, que la compagnie, nous, ensemble, on vous donne déjà les avancées qui ont été eues sur ce sujet-là, parce que maintenant, il est temps. Moi, j'ai un mot qui est très important chez moi, parce qu'on peut discuter pendant des heures, c'est la mise en marché. Aujourd'hui, sur ce sujet, il est temps de la mise en marché. Et je souhaite, et j'ai demandé à la compagnie, nous avons demandé à la compagnie, que le volet opérationnel soit d'ores et déjà présenté à l'Assemblée Générale du mois de juin à la Bolle. Voilà, sur la partie animation commerciale. D'accord. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et puis, je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Alors, pour le sujet qui vient, nous accueillons Alexis, Frédéric et Yann qui vont nous parler de l'informatique. Alors, l'informatique, c'est un sujet qui pique. Globalement, ça ne se passe pas super bien et puis on vit tous les jours des situations très délicates. En gros, quand est-ce qu'on aura une informatique stable avec laquelle on puisse fonctionner normalement? Julien, je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Je vais au moins donner quelques informations. Déjà, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comme tu l'as dit, c'est un sujet qui pique, tu en as souri. J'ai pas toujours eu du nez pour trouver les bons sujets, surtout ceux qui ne posent pas de problème. Donc au niveau de l'informatique, oui, bien évidemment qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Il y a des problèmes de stabilité, il y a des problèmes de dysfonctionnement, il y a des problèmes divers et variés. Quand est-ce que ça va s'améliorer? Il y a eu déjà des améliorations. Il faut quand même dire les choses, il faut pas non plus mentir. On vient de loin, on vient de très loin. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les améliorations qui ont été faites, notamment au travers de la virtualisation, au travers de SD-WAN dans les agences, qui ont permis quand même de diminuer les déconnexions, sont gâchées totalement par un élément essentiel qui sont les coupures que l'on a eues notamment ce matin, qui sont les coupures réseau avant tout. Aujourd'hui, on se doit, et c'est très important, de voir avec Allianz et de continuer à mettre la pression pour qu'il y ait ce que l'on appelle une résilience de nos infrastructures. Qu'est-ce que la résilience? Parce que c'est un vrai sujet. La résilience, en fait, c'est le fait d'avoir des dysfonctionnements, mais que ces dysfonctionnements ne se ressentent pas dans nos agences. C'est un sujet qui aujourd'hui est tenu avant tout par Allianz Tech, dont vous avez peut-être entendu parler. Allianz Tech qui est en fait le service en charge de l'informatique en Allemagne, et notamment donc pour Allianz France, mais pas que. Donc cette pression est mise, quand est-ce que ça va être fonctionnel et quand est-ce que l'on va arrêter ces dysfonctionnements multiples qui sont insupportables pour nos collaborateurs d'abord, parce qu'on parle des agents, mais c'est avant tout pour nos collaborateurs. Je n'ai bien entendu pas de date, ça serait un miracle si j'en avais une aujourd'hui. Par contre, on a décidé tous ensemble de mettre une pression différente, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est inacceptable. Il y a donc une réunion qui est organisée et j'ai rendez-vous avec la personne en charge au sein du COMEX de ce sujet, qui est Anne-Sophie Grouchka, la semaine prochaine. Je vous ferai donc un retour, bien entendu, et vous l'aurez même très certainement avant la vision de cette vidéo. Voilà pour ce que je peux en dire aujourd'hui. Très bien. On a bien sûr condensé les questions des agents. Un deuxième sujet qui revient souvent, c'est VPA. VPA qui devait nous amener un gros plus. On voit par le biais notamment de Mac 3 Live qu'il y a beaucoup d'agents qui subissent des lenteurs. C'est quoi l'avenir de VPA? Ça va être stable, ça va être rapide, efficace à un moment? Alors, VPA, la virtualisation, en fait, aujourd'hui, je vais y répondre de la manière suivante. Nous ne sommes pas tous égaux
face à l'informatique et face aux outils que l'on a en agence. On n'est pas tous égaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous des problématiques qui sont différentes, qui peuvent être différentes, notamment d'appréhension des outils informatiques. Tout le monde n'est pas doué pour l'informatique et ce n'est pas notre métier. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, et c'est très important de le souligner, il y a bien entendu un aspect qui est la rapidité de nos connexions en agence. Même si aujourd'hui, ces connexions sont nettement plus performantes qu'elles l'étaient, notamment grâce, comme je le disais tout à l'heure, à SD-WAN, donc qui permet aujourd'hui d'avoir des débits beaucoup plus importants, il n'empêche que derrière, il y a encore des inégalités. Une fois tout ceci dit, il y a eu donc la virtualisation avec VPA. VPA, aujourd'hui, je le dis, est sans sourcilier, excepté dans certaines agences où il y a de véritables problématiques, il n'empêche que c'est une véritable avancée. Aujourd'hui, je suis capable, agent VPA, d'utiliser les outils et les applications de la compagnie sur n'importe quel poste, même sur n'importe quelle tablette. Après, bien entendu, il faut que ça soit en adéquation avec l'usage. Voilà aujourd'hui pour VPA. Aujourd'hui, il y a deux problèmes principaux au niveau de la virtualisation. Ces deux problèmes sont les suivants. D'une part, une certaine latence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la latence ? C'est très simple, vous l'avez tous vécu, je l'ai vécu aussi. Je vous rappelle qu'on est tous agents ici. Donc, aujourd'hui, en agence, lorsque je écris un mot, par exemple, sur Outlook ou autre, j'ai fini mon mot que il apparaît beaucoup plus tard sur l'écran. Donc, ça, c'est la latence. La deuxième des choses qui est très ennuyeuse, c'est lorsque je clique pour ouvrir ma première session, j'ai 4-5 minutes, et certainement comme moi, vous allez vous faire votre café le temps que ça s'ouvre. Ce sont deux sujets qui aujourd'hui sont des sujets majeurs pour Allianz, je vous le dis, je vous le répète, sur lesquels on met une pression phénoménale pour que ça s'améliore, et à tel point, c'est que Allianz actuellement est en recrutement de personnel très qualifié, et je vous dis bien très qualifié, pour travailler sur le sujet et pour amener donc une résolution de ces deux problématiques. Hormis ça, et excepté ça, aujourd'hui, la virtualisation comme SD-WAN sont deux véritables avancées, et notamment du fait qu'il n'y a plus de déconnexion individuelle, ou beaucoup moins en agence. Je dis bien individuelle. Rien à voir avec ce que l'on disait juste avant, sur la stabilité des réseaux, qui là, par contre, sont un effet global, et a un effet global. C'est toute la problématique que l'on a notamment rencontrée ce matin. Alors, tu parles de recrutement Oui. de personnes qui sont, enfin, de staff Oui. différents. On a une problématique aujourd'hui qui est aussi le monitorat. Oui. On est de plus en plus confronté à des appels qui n'aboutissent pas. Et puis, quand on arrive, on a le niveau 1 qui ne peut pas faire grand-chose. C'est quoi le développement du monitorat ? Comment on va faire pour s'en sortir aujourd'hui ? Alors, le monitorat, c'est un sujet double. C'est un sujet que l'on traîne depuis des années. Ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui, c'est un sujet que l'on traîne depuis des années. Je vais le découper en plusieurs phases et en plusieurs points. Le premier point, c'est quel est le niveau de service que l'on a aujourd'hui. Le niveau de service et le niveau de retour aujourd'hui n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Il a été, comme vous le savez, déplacé, et notamment pour une partie, pour le niveau 1, donc au Maroc, à Rabat, on ne va pas se raconter d'histoire. Moi et nous, ce n'est pas notre sujet. Qu'il soit en Bretagne, qu'il soit au Maroc, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas à nous, à un moment donné, de décider d'où doit être le support. Par contre, où l'on doit rester vigilant et ce que l'on ne doit pas accepter, c'est une dégradation de service qui serait due à une décision d'Allianz. C'est là-dessus que l'on, aujourd'hui, s'arc-boute. Et c'est un des sujets que je vais voir donc, avec Anne-Sophie Grouchka donc, la semaine prochaine, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi je le découpe en plusieurs phases ? Parce qu'il y a aussi un deuxième élément qui est très important. La complexité, encore aujourd'hui, même si ça s'améliore, de nos applications fait que de toute façon, il est très difficile d'avoir un support totalement en adéquation. Ça m'amène à un point essentiel, c'est que quelle est la formation qui est dispensée à nos collaborateurs et aux agents au travers des applications que l'on utilise chaque jour. Avez-vous eu une formation Lagon digne de ce nom ? Avez-vous eu une formation Atoll digne de ce nom ? Non.
La réponse aujourd'hui est non. Donc l'on doit mettre une pression à ce niveau-là, mais ça m'amène aussi à me dire qu'à notre niveau, et notamment grâce à Yann et grâce au travail qui a été fait sur les formations, il sera peut-être intelligent de réfléchir à former et à aider nos collègues à créer des modules qui permettent aussi de former nos collaborateurs pour éviter des questions qui pourraient être totalement évitées au niveau du support et donc un embouteillement des demandes qui se font. Voilà. D'accord. J'entends ce que tu dis. Alors, on a des lenteurs, on a un système qui est structurellement pas forcément stable. On a des collègues qui sont empêchés de travailler plusieurs jours, parfois plus longtemps que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de demander un dédommagement à la compagnie? C'est une question qui revient très souvent. Bonjour Julien, bonjour chers collègues. Alors, cette question du dédommagement revient effectivement très souvent et depuis plusieurs années. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce dédommagement, il est déjà présent dans le protocole informatique actuel, avec une déduction potentielle des mensualités qui sont prises. Au-delà de ça, on a déjà avancé sur ces points-là. Depuis presque 3 ans, nous avons fait retarder le renouvellement du matériel, puisque vous savez que dans la redevance informatique, il y a la redevance, elle comprend un certain nombre de choses. Elle comprend la partie matérielle, elle comprend la partie logicielle et, il faut le dire aussi, la partie monitorat. On paye pour ça? Et oui. Sur la partie matérielle, ce qui est inclus dans le protocole, c'est qu'au bout de 3 ans, le matériel étant amorti, cette partie matérielle reste déduite. C'est ce qui fait qu'une redevance est passée de plusieurs centaines d'euros à plusieurs dizaines d'euros. Depuis juillet 2020, plus aucune redevance n'est prélevée chez les agents. Cette redevance, elle n'est plus prélevée parce qu'il y avait un problème d'outils et de compétences qui a été résolu chez Allianz. Ça ne touche pas que les agents, les problématiques informatiques. Et la redevance informatique va de nouveau être facturée à partir de juin pour la partie logicielle. Cette partie entre juillet 2020 et mars 2021 représente globalement pour le réseau une enveloppe de plus de 600 000 euros. Et nous avons demandé officiellement à la compagnie et principalement à Alexandre Dugaro en charge de la distribution, à ce que cette redevance ne soit pas reprélevée auprès des agents. Globalement, nous avons demandé un geste de plus de 600 000 euros en compensation des problématiques informatiques à Alexandre Dugaro, dont nous attendons le retour. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce que tu dis. Vous avez fait retarder le renouvellement du matériel. Vous n'êtes pas, entre guillemets, un peu responsable finalement des retards qu'on a pris sur la partie informatique? Est-ce que ce n'est pas problématique? Sur le retard, et pourquoi l'on a bloqué à l'époque? Alors, parce que je parle bien à l'époque. Pourquoi? Parce que au moment où cette décision a été prise, ça remonte à plusieurs années en fait, la situation était catastrophique. Mais rappelez-vous, c'est l'été, on a des blocages d'agences pendant des semaines. Là, je ne parle pas d'une heure, je parle de semaines. Donc, il avait été décidé à l'époque de dire la redevance informatique, on en fait table rase pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a d'autres sujets à traiter dans un premier temps. Et le premier sujet, c'était la stabilité. C'était le début et l'arrivée, en fait, de SD-WAN. Voilà. D'accord. SD-WAN, qui, on l'oublie, a permis de résoudre énormément de cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombre d'agences, et moi j'en étais le cas comme beaucoup de nos confrères, ont eu des pannes du fournisseur Allianz SFR sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi j'ai eu une panne SFR dans mon agence pendant 15 jours, je ne m'en suis pas rendu compte parce qu'avec SD-WAN Réseau Plus, c'est ma deuxième box qui a pris le relais pendant ces semaines. Alors sur la partie matérielle, on n'est quand même pas fou, c'est-à-dire qu'on a fait retarder cette partie-là. Aujourd'hui, on termine les négociations sur le matériel avec la compagnie. On va avoir un renouvellement du matériel parce que pour le coup, on arrive un petit peu en bout de course sur le matériel que nous avons. Donc, on est en train de négocier les ordinateurs, les écrans, tous les périphériques qui devraient arriver, je pense, d'ici fin 2020.
T1, voilà, dans ces eaux-là, puisque de toute façon, on a besoin de ce nouveau matériel pour pouvoir utiliser Windows 10, qui va devenir indispensable pour des raisons d'évolution XY, et pour pouvoir soutenir tous les nouveaux logiciels qui arriveront, comme eTool, qui va remplacer Astral, et pour lequel beaucoup d'agents ont travaillé dès le départ en travail de fond et en pilote, et tout ce qui suivra derrière. Ce qui va nous permettre également, parce que c'était aussi le vœu, et c'est pour ça qu'on avait bloqué à l'époque, de revoir aujourd'hui le protocole informatique, qui est complètement vieillissant et absolument plus en rapport. Pour te donner une idée, le protocole aujourd'hui, on parle encore de modem 56K, d'accord, ce qui est complètement hallucinant. Et puis, notamment à l'initiative d'Alexis, on revoit ce protocole pour que les dotations soient beaucoup plus en phase avec nos usages, avec la possibilité, par exemple, qui sera donnée aux agents, on l'espère, c'est pas encore validé totalement, mais on a bon espoir, d'écrans beaucoup plus grands, voire de multi-écrans, enfin avec un matériel qui est nécessaire à nos usages quotidiens. Voilà. Merci. Messieurs, juste une parenthèse. On parle de pilotes, de gens qui travaillent sur les outils. Les agents pilotes, il y a une idée du nombre d'agents pilotes en France ? Alors, je vais rebondir tout à fait sur ce que tu dis, parce que là, c'est très important. Aujourd'hui, souvent, j'entends que l'on ne verrait pas la situation et que la situation est difficile, mais elle est rendue beaucoup plus facile grâce aux pilotes notamment, grâce aux testeurs du quotidien, grâce à tous les agents qui aujourd'hui ont en charge de tester telle ou telle application. ABS notamment, ABS Auto, il faut se rappeler comme ABS MRH d'où l'on vient. ABS Auto, ABS MRH, à la base, c'est plus de 2 AV, c'est plus de GED, c'est plus de lagon. Aujourd'hui, ABS Auto, c'est une souscription qui est une souscription totalement dans 2 AV, ce qui était totalement inimaginable. Ces éléments ont été rendus possibles uniquement grâce aux pilotes et grâce aux testeurs. Il y a aujourd'hui du côté d'Allianz, sur nos applications, malgré tout, une écoute que l'on n'avait absolument pas avant. Donc je tiens vraiment à remercier ces agents du quotidien, leurs collaborateurs, parce que leurs collaborateurs testent également. On a parlé d'ABS en auto et en MRH, mais il y a également VPA, il y a également eTool avec la comptabilité, il y a également des éléments et des applications que vous utilisez chaque jour. Et tout ça est rendu possible par ces agents. Je tiens vraiment à les remercier parce que sans eux, on ne pourrait pas en être où l'on en est aujourd'hui. Merci messieurs, je vous propose tout de suite qu'on passe au sujet suivant. Donc on va continuer avec le thème du particulier, qui est un gros thème aussi. La compagnie nous demande en permanence de revenir sur ce marché-là. Grosse modification il y a quelques jours, voire quelques semaines au maximum, c'est le lancement d'ABS Auto. Pourquoi avoir validé le lancement d'ABS Auto ? Alors, d'abord, on va replacer les choses dans leur contexte. On ne valide pas ABS dans l'absolu et on n'a pas le validé. On n'a pas validé ABS MRH et je ne crois pas qu'en son temps, on ait validé IMS. ABS Auto a été retardé plusieurs années, presque 2 ans, depuis que la MRH avait été lancée, qui elle-même avait été retardée. On a eu des phases sur ABS Auto de travail très très importantes parce qu'on a appris et on a fait apprendre à la compagnie un certain nombre de choses d'ABS MRH. On a eu des pilotes, des pré-pilotes, plus de 80 pilotes qui ont travaillé pour pouvoir faire souscrire de bout en bout sous 2 AV. Et c'est clairement le modèle que l'on souhaite demain pour ABS MRH. Donc aujourd'hui, on estime que ABS Auto nous permet une souscription relativement sereine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun souci ? Non. Je suis pas devin, il y en aura, mais on a des équipes qui sont en place, nous, au niveau de Mac3, qui sont en vigilance. Allianz a aujourd'hui des informaticiens qui sont sur le pont. On a aménagé un certain nombre de choses. On a des hotlines qui vont être largement augmentées dans la durée pour pouvoir répondre aux agents. Actuellement, on a des agents qui vont rentrer en phase de pilote pour la migration des portefeuilles, à partir du 22 mars, s'il n'y a pas de retard d'ici là. Et une programmation qui est prévu pour la migration des portefeuilles des agents, mi-mai, mi-juin, selon les recettes qu'il y aura.
Ok, selon les retours des pilotes. Le tarif, on voit qu'il y a des différences. C'est logique, c'est normal, c'est un nouveau tarif, c'est quoi? Alors, normal, je ne sais pas. Logique, oui. Il y a deux choses. Il y a quelque chose qu'on a déjà vécu avec ABS MRH. La première, c'est que les modes de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a plus de questions sur ABS Auto qu'il n'y en avait sur IMS. Donc le tarificateur globalement a été modifié. Donc ici et là, on va trouver des différences, pas excessivement importantes sur ces aspects-là, et toujours à isopérimètre. On aura, parce qu'on voit toujours celles qui sont en défaveur d'ABS et rarement celles qui sont dans l'autre sens. Et puis il y a aussi une autre problématique qui peut générer des écarts tarifaires un peu plus importants. C'est toujours lié au mode de calcul. IMS calculé par tranche d'âge. Je ne sais plus en tête, mais 23, 25, 25, 27 et ainsi de suite. ABS calcule à l'âge réel, au jour près. Or, le jour de détention de permis, et l'âge du souscripteur sont un élément tarifaire technique beaucoup plus précis. Donc là, il y a effectivement des écarts tarifaires qui vont pouvoir avoir lieu et qui, dans une partie infime, vont aller jusqu'à plus de 10% du tarif. Nous avons obtenu une chose sur ce point-là, c'est qu'à partir du moment où un devis IMS sera validé avec un tarif, il sera assumé. La compagnie appliquera une DTR systématique. Ça, c'est dans la partie où on aura clôturé IMS et on aura des devis en balade. Avant, libre à l'agent de tarifer sur IMS ou ABS. Alors oui, après, ces écarts vont perdurer, on n'aura plus d'éléments de comparaison. Et en réalité, on va subir cette différence de tarif parce qu'on subit un changement de tarification d'alliance, toujours à isopérimètre, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on aura aussi des écarts qui seront à moins 10%, tout comme on aura des écarts à plus 10%. Ok, merci. On est souvent, pour reprendre le tarif, sur des tarifs qui sont un peu plus chers que la concurrence, c'est un euphémisme. On avait entendu parler d'un outil qui s'appelait Minalea. Vraisemblablement, cet outil est retardé ou ne sortira pas. Un agent nous a posé la question de l'impact de Mac 3 là-dessus. C'est Mac 3 qui ne souhaite pas que ce soit sorti, c'est Allianz, c'est quoi? Alors déjà, je ne peux que louer ta lucidité. Tu as remarqué qu'on n'était pas les moins chers. Déjà, c'est énorme. Pas compliqué. Donc, une fois qu'on n'est pas les moins chers, on n'a plus qu'une solution, c'est le rapport qualité-prix. L'inconvénient, c'est que le souscripteur, quand il vient en agence, il regarde vol, bris de glace, incendie. Il ne rentre pas dans l'intérieur du contrat, parce que c'est trop compliqué. Donc, on s'est battu pendant 2 ans avec la compagnie pour avoir un vrai comparateur, Minalea, qui nous détaillait, concurrent par concurrent, les plus et les moins. Ça marchait dans les deux sens. C'est une boîte indépendante qui travaille pour plusieurs compagnies d'assurance. Les plus et les moins du produit garantie par garantie. Pourquoi on s'est battu pendant 2 ans? Parce que c'était qu'une histoire d'argent. Qui devait payer ce comparateur? Au bout de 2 ans, on s'est entendu pour mettre en place un test avec 1000 agences, gratuit, pendant 1 an. Période qui s'arrête là, le 1er avril. Et petite déception, si ce n'est grosse déception, 1000 agences, ce qui fait en moyenne, normalement, 3000 personnes, 15 connexions par jour. Donc, la compagnie a décidé d'arrêter. Donc, nous n'aurons pas ce fameux tarificateur. De là, 2 solutions. On repart avec un autre comparateur qui, lui, appartient déjà, dont les données appartiennent déjà à la compagnie, qu'on va retester et voir comment on peut le déployer. Ou, deuxième solution, on négocie en direct avec Minalea. Voilà où on en est aujourd'hui. Une solution de prédilection, on travaille sur les deux axes. On travaille sur les deux parce qu'il faut... Minalea, on connaît, l'autre, on ne connaît pas encore bien, donc il faut comparer les deux pour savoir où on va et quel sera le meilleur des deux. Et surtout, ce sera un choix à l'arrivée de l'agent. Est-ce que je veux la solution gratuite emportée par la compagnie ou est-ce que je préfère la solution payante parce que j'ai des solutions plus intéressantes? Donc là, on parlait de
de concurrence externe, on a parfois de la concurrence interne, on a des collègues qui nous posent la question régulièrement. Quand on a des tarifs Allianz, des produits Allianz distribués par d'autres réseaux, en tout cas la marque distribuée par d'autres réseaux, comment on se sort, agent, de cette problématique-là? Alors, tout d'abord, je vais rappeler un point que je vois souvent dans les échanges que les agents ont avec la commission réseau ou les bureaux régionaux. Depuis mandat 97, et relativement clair, il a été appuyé sur ce sujet par une note signée par le directeur de la distribution en son temps et le président de MAC 3, c'est l'alignement. À partir du moment où un agent voit un contrat distribué par un autre réseau de distribution, un courtier, enfin que sais-je, si un client est en face, il peut demander l'alignement. Entre d'autres termes, j'ai un client dans mon agence, j'ai un produit qui est distribué par un courtier, je peux demander au service le même contrat avec les mêmes garanties et le même tarif. J'ai bien dit un client, puisque cette clause d'alignement n'est pas applicable pour un prospect. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le fond, c'est un sujet qui est... Je t'interromps un tout petit instant. Note en question que l'on trouve facilement sur le site, ce qui évite de la rechercher à chaque fois. Sur le site? Sur le site MAC 3. D'accord. Ensuite, pour aller un peu plus loin sur ce sujet, qui était un peu compliqué, il faut distinguer deux choses. Un, le courtier, entre guillemets, lambda, qui distribue un produit avec des garanties, qui est la négocier avec Allianz en tant que courtier. On se bat sur ce sujet-là systématiquement dès qu'on a des remontées. Donc si vous avez des remontées, vous n'hésitez pas. Vous écrivez à la commission réseau@mac3.org, en mettant des exemples chiffrés et documentés. Et puis, on a un sujet qui est un peu plus complexe, qui est celui du grand courtage ou et je vais prendre un exemple qu'on évoque un peu régulièrement en ce moment-là, typiquement des syndics. On voit des syndics bien connus qui ont des garanties Allianz et des contrats Allianz avec des garanties et des tarifs que nous n'avons pas. C'est pareil, on se bat sur ce sujet-là. Alors techniquement, la compagnie nous explique qu'elle négocie des enveloppes avec des rapports sinistre-prime quasi négociés à l'avance, capables d'être revus, certes, mais moi, je suis comme tout le monde, je suis agent, j'ai cette concurrence, entre guillemets, déloyale qui m'arrive, et je ne l'accepte pas. Donc on travaille en commission technique, alors typiquement sur le sujet des syndics, Didier Grebmayer, qui est président de la commission professionnelle, travaille actuellement à faire améliorer des espèces de garanties optionnelles pour pouvoir atteindre les niveaux de garantie qui sont faites, par exemple, chez Citia, pour ne pas les nommer. D'accord. Donc on a un alignement globalement qui peut se faire sur nos clients et c'est déjà une belle réponse. Sur nos contrats, ce qui ne se fait pas parfois sur la concurrence, c'est code firme avec franchise forte, avec garantie retirée. En gros, la compagnie nous force, pour avoir un tarif dans le marché, à passer par exactement le contrat qu'elle souhaite, dessiné comme elle le souhaite. Quand est-ce qu'on aura un contrat dans le marché avec des garanties classiques sur le marché? Ça, c'est toujours pareil. On souhaite tous le contrat le meilleur en garantie avec le tarif le moins cher. C'est plus facile à vendre. Alors, je ne suis pas sûr d'apporter une réponse qui fasse plaisir à tout le monde. Je ne sais pas si on l'aura un jour. Je vais élargir le débat à l'actualité. On se bat en permanence sur les garanties. On a des commissions techniques qui travaillent en permanence là-dessus. Nous avions fait un benchmark, nous l'avions annoncé il y a 2 ans, lors du programme. Christophe Caille l'avait annoncé à l'Assemblée Générale. Ce benchmark a été fait, il a été distribué dans les commissions techniques. Et ça, c'est un travail de commission technique au long cours, que ce soit en part ou en pro. Et puis, il y a le sujet des tarifs. Le sujet des tarifs, on a une direction technique qui applique des tarifs et des évolutions en fonction de modèles mathématiques très, très élaborés. Bon, soit. Mais moi, en face, comme n'importe quel agent de France, j'ai des Pacifica, j'ai des Massifs, j'ai des Maïf, j'ai tout un tas de concurrents qui appliquent des revalorisations parfois très alléchantes avec des effets d'annonce qui nous paraissent mirifiques. Alors, une fois de plus, on a des explications de la compagnie qui nous expliquent qu'il y a des affichages ou pas. OK, mais on les a.
Les revalorisations que nous avons eues cette année, qui vont être appliquées au 1er avril 2021, puisque l'auto et l'habitation sont revalorisées à cette date-là, sont moins élevées qu'en 2020. Pour autant, nous les avons trouvés excessivement déceptifs. Nous nous sommes clairement exprimés sur le sujet et dans des réunions dédiées avec la direction technique et dans des commissions exécutives, c'est-à-dire un bureau exécutif plus un certain nombre de membres du comité exécutif d'Alliance, sur ce caractère déceptif. Déceptif parce que le contexte global de la pandémie et des confinements font que, dans l'esprit des gens, la cotisation auto doit ne pas être valorisée au même niveau que les années précédentes. Déceptif parce qu'il y a des effets d'annonce de toutes parts. Donc, nous avons beaucoup discuté avec la compagnie et nous avons obtenu 3 choses. La première, ce sont une prorogation des mois gratuits sur mai, juin, juillet, août. Donc, nous allons avoir pendant 4 mois 2 mois gratuits supplémentaires, conditionnés, vous connaissez la compagnie, mais pendant 4 mois supplémentaires permettant d'avoir une offre d'appel. Ensuite, nous avons négocié une enveloppe de budget conséquente qui sera diffusée. Alors, on a encore des réunions à tenir pour avoir les moyens de diffusion, les règles de diffusion et ainsi de suite, mais une enveloppe de budget qui va représenter, qui va être supérieure à l'équivalent d'un quadrimestre d'absolu, qui seront diffusés entre juillet et septembre. Pourquoi si tard? Puisque on sait qu'en mai-juin, on a les nouvelles dotations de BGA qui arrivent, et puis on a les effets des moyens, notamment avec les plans positifs de la compagnie. Donc en mai et en juin, on va avoir des dotations et l'idée c'est de pouvoir avoir des moyens dans les périodes de creux de BGA. Et puis on a un 3e point sur lequel nous discutons longuement. C'est pour la première fois, c'est un point technique, donc je ne vais pas ultra détailler aujourd'hui, mais c'est sur le protocole. Chaque année, il y a à peu près 600 agents qui voient leur protocole baisser et 600 agents qui voient leur protocole monter, pour à peu près 900 points de protocole à la baisse, 900 points de protocole à la hausse. Et c'est un effet mathématique en fonction du rapport sinistre-prime, de la production et ainsi de suite. Nous avons pour la première fois eu une discussion avec la direction technique et la direction de la distribution pour pouvoir avoir une grille de protocole qui va être asymétrique. Pour être très clair, une centaine d'agents vont voir leur protocole baisser au lieu de 600 et à l'inverse, un certain nombre d'agents verront leur protocole monter comme à l'habitude. C'est-à-dire pour la première fois, nous ne serons pas à périmètre zéro. Alors ça paraît comme ça assez surprenant, d'autant qu'en fait pour les agents qui ont un protocole qui ne vont pas baisser, finalement ça va être comme hier. La réalité c'est que c'est un tarif qui ne va pas évoluer à la hausse comme ça l'aurait dû techniquement. Donc on verra, ça devrait être annoncé par la compagnie d'ici une quinzaine de jours, certainement. Ok, écoutez messieurs, merci pour ces réponses. Je vous propose de suite qu'on passe au sujet suivant. Pour le sujet suivant, j'accueille à nouveau Christophe, Frédéric et Xavier. On va parler du pro et de l'entreprise. Alors, année compliquée en pro et en entreprise, notamment du fait des majorations qu'on vient de subir, qui sont énormes. Qu'est-ce qu'on peut faire, messieurs, pour défendre nos affaires? Parce que c'est difficile. Sur le sujet des majorations, il y a d'abord une problématique à laquelle on est confronté. C'est que, évidemment, ça touche nos clients et il y a des données techniques et un marché. Le but de l'exercice, c'est d'arriver dans le marché à conserver nos clients et en conquérir de nouveaux. Ça fait quelques années, et ça ne vient pas de Mac 3, même si nous l'avons exprimé de nombreuses reprises, ça fait maintenant quelques années que ces majorations sont totalement décorrélées de ce qui se passe dans le marché, sous prétexte de données techniques. Alors on va revenir sur ces données techniques. D'abord, premier point, sur le résultat. Il suffit de regarder la vidéo qu'a faite la compagnie et l'aveu de François Noëdé, qui lui-même constate un échec des politiques qui ont été appliquées les années précédentes, puisqu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on a des majorations, visiblement ça n'a rien résolu et on est les premiers à le constater. Et d'ailleurs, les équipes de Romain, de Vérac ou de Didier Grummeyer l'ont assez exprimé. Derrière ces campagnes, ce ne sont pas les clients qui sont
dégradés en rentabilité qui s'en vont, ce sont les bons. Ce sont les bons. Et c'est la raison sûrement pour laquelle, malgré des campagnes volontaristes de majoration, mais derrière, les ratios ne cessent de se dégrader. Donc, aujourd'hui, l'aveu est fait. Ben, OK, c'est une première étape, c'est déjà bien. Maintenant, c'est peut-être la recette qu'il va falloir revoir et très vite, parce que le marché, il ne nous attend pas. Le marché ne nous attend pas, donc on en parlera après, on a quand même quelques perspectives, mais le marché ne nous attend pas et la clientèle, la valeur client que l'on détruit dans des campagnes comme ça, il n'est pas évident qu'on puisse, ne serait-ce d'abord dans un premier temps, que la garder et ensuite pouvoir reconquérir ce qu'on a perdu. Ce n'est pas évident qu'on puisse y arriver. J'ai dit que j'allais reparler de données techniques. Il y a quelque chose qui nous surprend, qu'on a exprimé à plusieurs reprises et sur lequel on n'a pas les réponses qu'on attend. C'est qu'il y a quelques années, quand on avait les campagnes de revalo, on avait des critères par rapport à la sinistralité de 1 à tant de sinistres, par exemple, des choses comme ça. On avait des critères assez objectifs sur lesquels on pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, ce sont des recettes qui sont gardées précieusement et que ne connaissent sûrement que ceux qui les produisent, qui sortent des chiffres à 2 décimales après la virgule auxquels nous, on ne peut rien dire, face auxquels nous, on ne peut rien dire. On n'a pas, nous, la recette de cuisine, on ne l'a pas. Nous, on voit la conséquence, et puis derrière, voilà, avec tout un tas de règles, de couverture, d'anticipation, etc., etc., on n'a pas les moyens, nous, de se prononcer. Par contre, nous, on est sur le terrain. Et au bout d'un moment, l'intelligence économique, l'intelligence du terrain, on la connaît, on la comprend. Donc, quand ces ratios produisent des choses qui sont complètement aberrantes, et bien nous, on sait l'exprimer et nous, on le constate. C'est le cas, par exemple, comme on le disait, des campagnes qui font partir les clients qui sont nos bons clients au niveau des recours, par exemple. Au niveau des recours, on a des indications sur des ratios qui se dégradent, encore une fois, à 2 décimales après la virgule. On a tous, dans nos agences, des tonnes de recours qui ne sont pas exercés. Quand je dis des tonnes, je caricature évidemment. On a tous, quand on fait le point sur les sinistres, des recours qui ne sont pas exercés, pour lesquels parfois il suffirait d'envoyer un recommandé pour récupérer des sommes astronomiques, puisque les responsabilités ne sont même pas contestées. Ces recours, ils ne sont pas exercés, ou pas suffisamment exercés. Et il a fallu un peu de temps, mais aujourd'hui, les interlocuteurs de la DT commencent à l'admettre que ces recours ne sont pas exercés. C'est le cas aussi, par exemple, on prend l'exemple des mono-étenteurs. On sait que le mono-étenteur, il est ciblé, ce n'est pas lui qui aura les moyens de prospérer parmi nos clients. Mais il faut voir que le mono-étenteur, vis-à-vis de la direction technique, c'est en fait la fiche lagon avec un seul contrat. La meilleure preuve, c'est que l'an dernier, sur la campagne qui a concerné ACE, la DT a accepté d'étudier à la main, et on a eu l'occasion de les en remercier, les reconstitutions de liens capitalistiques que l'on faisait. Parce que par exemple, une holding qui n'a qu'un seul contrat, évidemment, c'est un mono-détenteur. Sauf que c'est une holding et que par nature, derrière, il va y avoir les filles, il va y avoir le gérant, il va y avoir etc. etc. Donc, celui qui, d'un point strictement lagon, est perçu comme un mono-détenteur, donc n'aura pas les faveurs des opérations, celui-là même, il peut avoir dans nos agences un lien transverse énorme. Alors, on a quelques moyens la DT nous répond qu'on a des moyens à notre main pour essayer de reconstituer ces faux mono-détenteurs. Ce n'est pas le cas parce qu'ils ne sont pas suffisants. Et la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que derrière des moteurs qui donnent des chiffres à 2 décimales après les virgules, nous, on a des constats qui sont pourquoi. Par exemple, quand on voit qu'une branche s'est dégradée à quelques millions, si on discute à quelques-uns les quelques millions de recours à récupérer, nous, on les a, juste en envoyant un recommandé. Et pourquoi derrière, quand on nous parle de mono-détenteur, on se rend compte qu'en fait, un mono-détenteur, on ne sait pas l'analyser. Ça, c'est, on va dire, la contrepartie de la finesse. Et derrière, il faut se rappeler que ces campagnes-là, elles ont détruit la valeur client, elles continuent à en détruire, et que maintenant, il faut qu'on ait des perspectives pour en sortir. Je rajouterai, Julien, peut-être, je dis bien peut-être parce que j'attends que ce soit livré, mais on en parlera plus tard et certainement à l'Assemblée générale, pour sortir de cet écueil de majoration, qui sont décorrélés, comme le disait Xavier. Ça serait de mettre en place, et ils sont en train de travailler dessus avec nous, la compagnie, avec les équipes de MAC 3, la valeur client. Enfin, une valeur client transverse. Pas que sur l'IARD, sur les aspects du particulier aussi, si le chef d'entreprise est assuré chez nous, en épargne, pour les collectives, qu'on puisse enfin mesurer une vraie valeur client et accepter, sous une forme à définir, de diminuer la pression des majorations quand ce client
est rentable au global, même si la branche que nous assurons sur la partie pro l'est un peu moins. Je pense qu'on ne pourra s'en sentir que par là. Parce que faire confiance à la compagnie depuis des années sur le niveau des revalorisations, c'est le format en plus de notre groupe, c'est que les majorations, portefeuille, que ce soit en pro ou que ce soit en particulier, servent à financer les affaires nouvelles. C'est le schéma des compagnies dites traditionnelles, contrairement à MSI où ils sont en tarif écart tarif portefeuille à 1, c'est-à-dire revenir sur la base 100. Nous, on ne sait pas le faire. Mais en tout cas, ça a d'autres vertus. Ça nous permet d'avoir des moyens de conquête, etc. Mais il faut qu'on arrive à défendre ces clients à valeur ajoutée, quelle que soit la branche qui serait un peu moins rentable dès lors que le client est complet. Ça, c'est la vraie solution. Ce que dit Christophe là, d'ici là, et ce qu'on a demandé, c'est ce que l'on avait avant, et ce qui était du bon sens, c'est tout simplement une revue de portefeuille qui soit digne de ce nom. Parce que qui connaît mieux son client que l'agent? C'est toujours la même chose. Donc cette revue de portefeuille, ils nous ont indiqué qu'en effet, sur la prochaine année, on aurait une revue de portefeuille qui soit beaucoup plus consolidée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, bien sûr. Et puis d'autre part, toujours mesure de bon sens, c'est on est avant tout des chefs d'entreprise, il est absolument nécessaire que l'on ait une stratégie sur 1, 2, 3 ans pour arriver à savoir vers quelle activité se tourner sans avoir des retournements de situation qui sont constants. En fait, on ne demande aujourd'hui que des mesures de bon sens. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, on a été entendu? On a été entendu, écouté, je ne sais pas, mais en tout cas, on sera très vigilant pour que les choses avancent. Je veux bien, mais ça fait quand même des années qu'on parle de la valeur client, ça fait des années qu'on essaie de limiter les majos. Très honnêtement, vous pensez qu'on va y arriver à un moment d'avoir ces retours ? Je vais te répondre en parlant d'un produit aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle ASE, en fait. La politique, et ce qui nous est dit aujourd'hui par Allianz, c'est très simple. C'est le mid-corp, donc tout ce qui est upper notamment, doit être financé par une multidétention qui doit se retrouver au travers du produit ASE, donc ce qu'on appelle le bas de segment. Donc là, aujourd'hui, ils sont absolument tournés avant tout sur le bas de segment sur lequel on travaille, et là d'arrache-pied. Alors là, c'est véritablement, on est complètement intégré donc au projet, notamment avec Didier Grabmayer et Romain de Vérac, mais pas que, avec toutes vos équipes, avec toutes ces équipes. On est rentré dans le tarif, ce qui est une première au niveau d'un produit et une première concernant la DT, où c'est vrai que le dialogue sur le tarif est toujours très compliqué, pour pas dire inexistant. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on est complètement intégré. On est intégré aussi sur l'outil. Cette fois-ci, on a un outil qui sera digne de ce nom. Est-ce que c'est la formule magique? Est-ce que c'est le mieux? Non, bien entendu. Il y a tous les agents spécialistes qui aujourd'hui sont des fervents défenseurs de l'upper. On a toujours l'upper en ligne de mire. On essaye de faire au maximum pour que les choses avancent et pour qu'il n'y ait pas de destruction de valeur au niveau des portefeuilles. Est-ce que ça fonctionne? Malheureusement, on le voit bien, c'est très difficile pour nos collègues, mais pour nous-mêmes également. En tout cas, on pousse pour que ASE soit la solution qui permette au moins de stabiliser les portefeuilles sur l'entreprise. En parlant du upper, au-delà de la majo, ce qu'on a vécu cette année, c'est des campagnes de résiliation. Il y a plusieurs centaines de risques qui ont été résiliés. Et puis, il y a un sujet qui arrive, qui est Wood, Food, Chemical, j'en oublie un d'ailleurs. Glace. Comment on fait pour s'en sortir quand on a des campagnes de résil comme ça? Le Wood Food Glass Chemical, c'est vraiment l'exemple type. Des retournements de situation qui sont inacceptables pour les agents. Pourquoi? Parce que ça peut très bien mettre en péril leur compte de résultat. À partir de là, qu'est-ce que l'on a fait? On a vu avec Allianz pour mettre en place tout de suite derrière, parce qu'on a pensé avant tout à nos confrères, avant de regarder la possibilité de souscrire, c'est de se dire que l'agent qui, à un moment donné, a un risque qui fait 10-15% de son chiffre d'affaires, ça peut lui amener une difficulté qu'il ne pourra pas passer. Autrement dit, là, qu'est-ce que l'on a fait? On a vu avec donc Karen, notamment, alors, qui n'est absolument pas la formule magique. Hein. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Toute personne qui a utilisé Karen sait très bien que c'est quand même la croix et la bannière. Ça l'est encore. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a des réunions, pour tout vous dire, j'en ai 2 demain, dont une exclusivement sur le Wood Food Glass Chemicals, qui est de se dire, on va essayer de mettre un process qui soit un process gagnant-gagnant. Donc le process qui est mis en place, c'est toute
agent, et normalement ça a été le cas, en tout cas je n'ai pas de retour négatif à ce niveau-là, tout agent qui avait un risque en portefeuille devait être contacté donc, par son ISE, ce qui a été normalement le cas, pour faire un inventaire en fait, des risques. Deuxième chose, c'est ce que je vois demain, on va voir comment ça s'est traduit, est-ce que les agents ont fait appel massivement à Karen ou pas, parce que certains agents ont choisi. Si tu Oui, me permets je t'en juste prie. un instant, Je t'en prie. juste rappeler ce que c'est le Glass Wood Food Chemical. C'est donc la résiliation des risques donc, qui traite du verre, qui traite du bois, qui traite de l'alimentation, de l'agroalimentaire Oui. et du chimique. C'est bien ça, juste il y a absolument. certains agents qui pouvaient ne pas être au courant. Absolument, puisqu'en fait, bon, c'est toujours trop, hein, mais il y a peu d'agents, entre guillemets, qui sont touchés. Mais c'est toujours trop, comme je le dis. Bien sûr. Parce qu'un jour, aujourd'hui, c'est ce risque, demain, c'est un autre, hein, malheureusement. Complètement. Donc, le fait est, c'est que demain, donc, la réunion portera cette fois-ci sur les dossiers présentés à Karen et leur traitement. Et là, très clairement, des informations que j'ai aujourd'hui, les remontées que j'ai, c'est qu'il y a encore de grosses difficultés, notamment en disponibilité de leurs équipes, pour arriver à une solution. Je vous en dirai plus rapidement, puisque on se bat pour que les choses ne perdurent pas de cette manière. Voilà. Par contre, Julien, je vais en profiter justement, puisque Frédéric le dit, c'est encore compliqué, parfois trop lent, et il va travailler dessus avec ses équipes pour que ça s'améliore avec Karen. Il y a une solution qui vient de voir le jour chez AGA. Et je remercie d'ailleurs au passage Patrick Évrard et ses équipes d'avoir lancé AGA Solutions, une société de courtage dédiée aux agents généraux syndiqués, je le précise bien quand même, hein, ce n'est pas ouvert à tout le monde, donc à tous les agents généraux de France qui se retrouvent embarqués dans des politiques brutales et inacceptables de résiliation, même si ça ne concerne que 200 ou 300 contrats, peu importe. Peu importe. Il y a un aspect économique, il y a un aspect aussi de respect de notre clientèle, un respect de l'agent général. Donc AGA vient de lancer AGA Solutions. D'ailleurs, il y aura une émission sur YouTube très prochainement où on pourra échanger. J'y participerai d'ailleurs pour le compte de Mac 3. Et nous attendons beaucoup de cette solution sur des risques d'entreprise. Ça ne sera pas réservé aux risques de particuliers. C'est pour le risque d'entreprise, voire construction en fonction des compagnies qu'ils trouveront. Ça a été vu avec les compagnies, c'est pas simple pour elles d'entendre ça, mais il est temps que nous prenions notre destin en main. Patrick Évrard et AGA a pu le réaliser. On vraiment le remercie parce qu'il fallait le faire, c'est audacieux, c'est compliqué. Il va falloir que les agents s'y apprennent à travailler sous une forme de courtage. Mais je suis convaincu que par toutes ces agressions que nous subissons depuis des années, le courtage accessoire sera une solution et une réponse sur les risques résiliés dans le parfait respect du mandat. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il faudra qu'on trouve des solutions, et j'insiste bien là-dessus, le courtage accessoire sera également une voie réservée aux professionnels que nous sommes. Très bien. On a parlé de majoration, on parle de résiliation. On a aussi un problème intrinsèque, il y a un de nos collègues qui nous alerte là-dessus, à nos contrats, c'est la révision des contrats. Alors tu parlais d'ASE, c'est un sujet, mais les autres contrats, est-ce qu'ils ne sont pas un peu vieillissants? Est-ce qu'il y a un travail dessus? Alors, le problème est toujours le même avec notre compagnie. C'est que lorsqu'ils ont un objectif et lorsqu'ils ont un sujet, tous les autres sujets disparaissent. Autrement dit, ASE, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, de nécessité d'avoir un matelas qui permette en fait de mutualiser beaucoup plus le risque en mid-corp, ce sujet qui est devenu l'objectif principal fait qu'en effet, il y a certainement des points à revoir en construction, notamment, où la construction reste très compliquée chez Allianz, et je mâche mes mots. Aujourd'hui, il faut être champion du monde quand même pour faire de la construction chez Allianz, pour être très clair. Pour la construction, mais pas que, sur le bris, sur tout ce que l'on peut rencontrer derrière, il y a une révision profonde de nos contrats à faire, ne serait-ce qu'en nous comparant avec la concurrence. Ces sujets sont portés toujours par Romain, très grand professionnel en la matière, mais par Didier également et toutes ses équipes, et on pousse aussi ces sujets en parallèle. Ne croyez pas, et ça c'est important, parce que je l'entends très souvent, on n'a pas décidé, et d'ailleurs...
pour info, hein, Mac 3 ne décide pas de la politique en matière de mid-corp de l'entreprise, d'Allianz. Hein. Il faut quand même le rappeler, on fait tout ce qu'on peut pour continuer à distribuer les produits qui nous intéressent. Aujourd'hui, il y a quand même un point essentiel, c'est qu'on n'a pas laissé de côté le reste. Et on n'a pas décidé de sacrifier les agents mid-corp en ne s'occupant pas d'eux, ou les agents spécialisés en construction ou autres. Bien entendu que ce sont aussi des préoccupations que l'on a au quotidien. Et je dis bien actuellement au quotidien. Si tu me permets un complément, c'était un point du programme politique. Les équipes, comme le disait Fred, de Romain, de Didier, mais aussi d'Anthony sur d'autres sujets, ont travaillé sur la comparaison des garanties de nos contrats donc pour établir un benchmark qui a été réalisé notamment avec l'aide des sapiteurs, c'est-à-dire les compétences qu'on a un peu partout dans le réseau qui ne s'expriment pas au quotidien auprès de Mac 3, mais que nous, on va chercher pour profiter de leur savoir-faire sur un domaine ou un autre. Donc en fait, ce travail, il a été réalisé. Et on a commencé à étudier les retours. C'était malheureusement juste avant le Covid. Et donc, voilà, il y a eu, on vient de passer une année un peu compliquée. Et ce travail-là d'actualisation, parce que le but c'est d'être moteur, a été un peu perturbé par la période qu'on vient de connaître. Et ce sont des travaux qui ont vocation évidemment à reprendre. Merci pour ces réponses. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Merci de nous avoir rejoints. Allez, de nouveau Jean-Jacques, de nouveau Yann, Christophe, tu es resté. On va parler de la vie du réseau. Alors une première question qui pique un peu. Nos collègues ont parfois l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on n'est pas agressif avec la compagnie, qu'on subit un peu la vie. Il n'y a pas de réaction, juridiquement on ne va rien chercher. Jean-Jacques, en plus c'est ton caractère d'être tout à fait... Moi, je suis tout le monde quelqu'un qui subit, apaisé, serein. Voilà. T'en penses quoi? Et surtout pas impulsif. T'en penses quoi? L'avantage de cette vidéo, de ce format-là, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a besoin d'éclaircir des choses. Il y a des points qu'on n'explique pas toujours. Et je remercie l'agent qui a posé la question. Au moins, ça permet de clarifier les choses. Alors, il faut savoir que la compagnie est en négociation. Donc, comme toute négociation, il y a plusieurs étapes de négociation. La première négociation, elle se fait généralement dans les commissions techniques. Voilà. Il y a un échange qui est plutôt technique et qui n'est pas politique. Donc, si dans les commissions techniques, les gens s'entendent, ça reste au niveau technique, c'est validé. Si vraiment il n'y a pas d'issue favorable, on va passer au niveau du bureau exécutif, puisqu'on est, entre guillemets, l'organe politique. Et lors de commissions exécutives, on va échanger pour arbitrer avec le COMEX. Mais pendant cette période-là, il y a tout un travail qui se fait un peu dans l'ombre. On a, dans nos structures, on l'a pas cité, on a Bruno Souris qui s'occupait du réseau, qui est notre référence juridique, en fait. Donc, quand il y a des sujets qui peuvent toucher au mandat ou qui est contraire à ce qui peut se faire dans le code des assurances, à ce moment-là, on va le solliciter. Et lui, il a deux moyens de consultation, deux structures qui consultent. La première, c'est notre profession, c'est l'AGA. Donc l'AGA, il y a un service juridique, mais on ne se contente pas de ça. On a aussi, nous, un avocat qu'on consulte, et ça nous permet, en fait, d'avoir deux avis. Donc on confronte les deux avis, et comme ça a pu déjà arriver dans certains cas, à ce moment-là, on dit à la compagnie, et ça, c'est sûr qu'on ne le communique pas dans les brèves ou quoi que ce soit, dans les moyens de négociation, on dit à la compagnie, écoutez, sur ce plan-là, on est sûr de notre fait. À ce moment-là, on ira, puisqu'on n'est pas d'accord, on va faire appel à des professionnels et puis on va parler de jury. Donc je vais te citer plusieurs exemples. Et puis Christophe, il y en a un qui a d'actualité. Je prends plusieurs exemples. Je parlais tout à l'heure, quand on parlait du réseau, de la territorialité. Territorialité, je l'ai dit, on a pris nos infos auprès d'AGA, auprès de notre avocat. Ils ont la même vision que nous de l'application du mandat. Ce n'est pas la vision de la compagnie. Christophe l'a dit tout à l'heure, si un cas se reproduit, on fera trancher devant les tribunaux. C'est clair.
Deuxième cas, c'est un peu plus vieux, on avait aussi à un moment donné des discussions sur l'encours, sur l'application d'encours. Pareil, on est allé sur le plan juridique et avec la compagnie, on a trouvé une solution, ça allait jusque-là. Mais je crois que c'est bien de parler d'actualité. Et d'actualité, on a la data. Christophe, je pense que si tu veux bien expliquer. Absolument. La data, ça c'est. Oui, tu as bien fait de me lancer sur le sujet. Alors, c'est une autre forme de discussion avec la compagnie. Là, c'est européen. C'est l'obligation de collecter des mails et téléphones avec une obligation d'avoir ces éléments pour pouvoir souscrire un contrat ou faire un avenant, enfin, bouger une fiche client ou souscrire un client. On est en désaccord complet sur l'interprétation de la loi parce qu'il y a des personnes protégées. Je ne vais pas détailler ça ici. Simplement, ce que je veux dire, Julien, et ce que je dis à nos collègues, c'est que, vu qu'on n'arrive pas à se faire entendre, nous avons saisi déjà la CPR, parce qu'il y a le respect des personnes plus fragiles, il y a des choses à faire respecter sur la loi et ne pas l'interpréter, comme le fait Allianz. On a saisi la CPR, on attend donc, on en a parlé avec Jean-Jacques, avec tout le bureau exécutif, une position dérogatoire, logique, pour respecter la loi. Si ce n'est pas le cas, on ressaisira la CPR sans aucun souci. Donc il y a le juridique, mais il y a aussi les organes de contrôle de l'assurance. Donc on ne s'interdit rien. On n'est pas là, alors je l'ai toujours dit, je le redis, je le replace ici parce que c'est important d'entendre. On n'est pas une union syndicale de destruction. Nous sommes une union professionnelle de construction, de proposition, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tout avaler. Donc quand il y a des sujets qui ne vont pas, il y a le juridique et il y a les instances qui réglementent nos métiers. À ce sujet, pourquoi vous ne communiquez pas un calendrier de gradation des actions et notamment qui pourrait aller jusqu'à la communication dans la presse? Est-ce qu'on n'est pas trop attentiste là-dessus? Alors, voilà. Tu fais bien de me lancer sur le sujet. Toi, je te bouge même un peu. Alors, la graduation des actions, on l'a fait. Dès qu'on est arrivé ensemble, l'équipe, le premier conseil syndical, ou premier ou deuxième, on a demandé à tous les élus régionaux de travailler sur un plan de graduation au cas où on aurait un souci avec la compagnie. On se doutait qu'on en aurait à un moment donné, de toute façon. Hein, depuis que tu es agent, que je suis agent, je crois qu'on n'a jamais eu une année tranquille. Ouais. On l'a communiqué, on l'a établi, on l'a revu avec le Bureau national plusieurs fois. Donc ce plan est connu. Par contre, le communiquer de partout, ça ne sert à rien parce qu'il y a des adaptations à faire. Sur le deuxième point que tu me cites, et là, ça me met presque de l'urticaire. Pourquoi on ne parle pas dans la presse? Enfin, je ne sais pas, il suffit de s'abonner à l'Argus, Info News Pro, et de regarder les articles. Alors, j'en fais pas toutes les semaines, parce que se répandre dans la presse serait une erreur sur la valeur de la parole. Mais je l'ai fait, et mes amis du BE, du bureau exécutif, peuvent témoigner de la crispation que ça engendre dans les services de la compagnie. Je l'ai fait quand il y avait des sujets préoccupants, et je le referai, je l'ai dit au président Richier et à Fabien Vatelet qui a pris la suite, je ne me priverai pas d'intervenir dans la presse professionnelle. Presse grand public, je l'ai entendu, sur les tarifs. Je pense qu'il faut juste être un peu modéré sur le fait d'afficher, par exemple, des majorations tarifaires presse grand public en auto-habitation, ce n'est pas la voie. Hein. Pro, oui, et d'autres moyens d'action que nous avons, bien entendu, établis. Mais excuse-moi, tu dis ça a crispé les services de la compagnie. C'est bien beau. Enfin, moi, je m'en fiche un peu de crisper les services de la compagnie. Oui. Ça donne quoi, en vrai? C'est parce que... Alors, ça donne, au départ, il y a toujours 2 temps. C'est rythmé par le temps. Soit on tombe sur une direction qui accepte tout de suite de discuter, auquel cas, souvent, on n'a pas besoin de communiquer dans la presse. Et là, on discute, on fait une communication de presse si jamais ça ne va pas. Il y a 2 temps. Les 2 temps, c'est la vexation, voilà, qui bloque, qui peut cristalliser, c'est toujours le risque, mais ce n'est pas un problème. Et le temps des négociations et de la reprise des négociations avec enfin une prise en compte de nos préoccupations. Je leur demande, pardon, ça ne va pas être sympa ce que je vais dire, d'être intelligents des 2 côtés, chez nous, chez eux. Et même si on a des sujets de crispation, de continuer les discussions. Si on en arrive là, ce n'est pas par gaieté de cœur. Nous n'avons pas à exposer nos problèmes devant tout le monde. Je le fais déjà au sein d'AGA, il faut le savoir quand même, que je siège au nom de MAC 3 au bureau d'AGA avec tous les présidents de syndicats dits verticaux. On explique, on transige, on a parlé tout à l'heure de la data, on a parlé de différentes choses avec AGA. Donc, ça crispe, mais en général, après, ça débloque. Il y a toujours 2 temps. On est vexé, puis après, on rediscute. C'est l'histoire de notre relation avec cette mandante, et j'aimerais tellement qu'elle soit plus fluide. S'ils pouvaient anticiper avec nous et entendre ce qu'on leur dit du départ, et ils essaient de le faire, mais ils ne sont pas au niveau, je vous le dis là-dessus. J'aimerais qu'ils soient plus intelligents, plus matures. Ce n'est pas parce qu'on vient leur porter des problèmes que c'est juste pour embêter. C'est la vie des agents, c'est le respect de nos clients.
Ok. Dans la vie de nos agences, des agents, on a parlé tout à l'heure, je change de sujet, on a parlé tout à l'heure de la parité, on a 30% de nouveaux agents. Par contre, dans le BE, il n'y a pas beaucoup de femmes. La parité homme-femme au BE, c'est quelque chose qui arrivera un jour ou on peut toujours se brosser? Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Mac 3, c'est une rencontre. Ce que je veux dire par là, surtout, en fait, c'est un parcours. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, c'était 31%, je crois, cette année ou l'année dernière, Oui. de femmes nouveaux agents. Sur le nombre actuel, c'est 15 à 18%. Donc si on trace une droite en sens inverse, ça veut dire que les profils d'il y a 10 ans étaient encore moins nombreux. La chose qui est compliquée, entre guillemets, mais pour tous les agents, quand tu es au bureau exécutif, c'est de ne pas mettre en péril son agence, de ne pas mettre en péril sa vie perso. Et forcément, on va chercher des profils qui sont plus anciens. Il est rare de trouver un agent qui a 3 ans d'ancienneté au bureau exécutif, tout simplement parce qu'il est en phase de développement de son agence et que c'est relativement difficile de tout faire en même temps parce qu'il y a un petit côté chronophage qui aura échappé à personne. Donc, plus on se projette en arrière, moins il y a de femmes agents, moins il y a de femmes agents qui s'étaient investies depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans dans les commissions techniques, dans les régions. Et c'est relativement simpliste peut-être, mais nous, qui c'est que l'on voit au jour le jour, qui c'est qu'on voit se démarquer, qui c'est qu'on voit travailler, ce sont les commissaires techniques, ce sont les délégués régionaux, ce sont les présidents de région. C'est le vivier dans lequel on va repérer des personnes. Il faut impérativement qu'il y ait à ce niveau-là plus de femmes pour que ça fasse, entre guillemets, plus de candidates BE naturelles. Parce que ce qui serait totalement contre-productif, et même, je trouve, franchement insultant, ce serait de prendre une femme parce qu'elle est une femme. Elle ne l'accepterait pas. Et c'est tout à fait légitime. Nous, on ne sait jamais... D'ailleurs, quand on a eu la question, on s'est posé la question, mais en fait, on n'avait jamais pensé comme ça. On a vraiment fonctionné On voit des agents. par opportunité, par compétence, par proximité, sans se dire, garçon, fille, est-ce qu'on a respecté un quota? Non, c'est pas du tout la question. Un agent est un agent, que ce soit un homme ou une femme, il a les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes investissements. Mais on invite toutes les femmes agents qui nous regardent, justement, de prendre des responsabilités au sein de Mac 3, dans les régions, dans les commissions techniques. Il va y avoir des commissions techniques, donc on va faire appel à des candidatures. Venez, rejoignez-nous. Et après, comme l'a fort bien expliqué Yann, il y a tout un parcours qui fait que, bien sûr, un jour, il y aura des femmes au BE. C'est évident. C'est évident. Donc si ce n'est d'être de sexe masculin, c'est quoi la qualité pour être au bureau exécutif? C'est quoi les qualités essentielles d'après vous? Alors, il y avait plusieurs étapes. Il y avait avant cette crise de la Covid, et puis il y a les qualités qu'on a dû puiser au fond de nous. Je parle pour les 6 membres du bureau exécutif, pour vivre cette crise sans précédent. Très honnêtement, je crois qu'on allait au-delà. On s'en est oublié. Alors les qualités, je vais te dire, c'est simple, Julien. C'est de s'oublier soi-même. S'oublier en tant qu'agent général, s'oublier en tant qu'être humain, raisonner pour la collectivité, jamais par rapport à ce qu'on peut ressentir, garder la tête froide, être déterminé, ne pas lâcher nos objectifs, malgré l'adversité, qui n'est pas forcément l'adversité de la compagnie, mais du monde qui nous entoure. Ça serait très difficile de déterminer les qualités, puis un peu d'abord présomptueux. Mais il a fallu qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes. Hein. Ça je peux te le dire. Les 6, tu interroges les 6, on a beaucoup appris sur nous-mêmes. La pression, gérer la pression. Prendre des décisions. Si je reprends le fil de ce qui s'est passé il y a 1 an, quand on était confiné à cette période-là, on a pris combien de décisions par jour? Je suis incapable de le dire. Il a fallu réinventer notre métier, expliquer aux compagnies, à notre compagnie, comment on travaille, comment mettre en sécurité nos équipes. Ça partait de là. Fermer les agences ou pas fermer les agences. Voilà. Je suis incapable de retracer tout ça. Nous sommes incapables, mais on le fera bien volontiers à l'Assemblée générale de la Baule, expliquer comment ça se prend, ces décisions, comment on a fonctionné, comment on a partagé avec le Bureau national. Il faut s'oublier, et puis il faut être déterminé, calme, et puis ne pas perdre ses objectifs de vue.
Vous parlez du temps passé, alors on sait que bien sûr il est énorme. Comment vous avez fait pour ne pas être impacté dans vos agences par le temps pris par le BE? Alors je pense qu'il faudrait poser la question différemment. Comment vous minimisez l'impact que ça a pour vos agents? Je vais faire une boutade. Alors, je ne dois pas dire ça pour les gens qui nous regardent, parce que si un jour on leur pose la même question, on va se méfier. Quand on fait appel à toi pour éventuellement, c'est un casting, pour entrer au BE, la première chose qu'on te dit, on te dit est-ce que tu as un peu de temps à consacrer à Mac 3? C'est-à-dire, bon, allez, une fois tous les 15 jours. Ah oui, bon, ça va, je comprends, je vais pouvoir m'orienter. La réalité, c'est pas ça. C'est du quotidien. Et je crois que. Alors bon, on n'est pas là pour se plaindre. Vous posez la question, c'est un peu gênant pour nous, parce qu'on a beaucoup de pudeur par rapport à ça. C'est une aventure humaine, Mac 3. Donc on compte pas. On compte pas, c'est un investissement. Il y avait Christian qui disait, un slogan, l'humain c'est notre ADN. Mais c'est vrai, c'est pas des magots, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire, oui, notre agence elle est impactée. Ça veut dire qu'il faut que nos collaborateurs soient intégrés dans ce projet-là. Il faut qu'ils le comprennent, parce qu'on les délaisse un peu. Ça veut dire qu'il faut vraiment déléguer. Ça veut dire qu'on progresse en termes d'organisation, parce que Mac 3, ça nous fait progresser professionnellement et humainement. C'est très important. Donc il faut apprendre à déléguer. Il est évident qu'on travaille aujourd'hui beaucoup mieux avec le nomadisme qu'auraient pu faire nos prédécesseurs, parce qu'on ne pouvait pas travailler à distance. Là, on arrive à travailler. Mais il y a un impact. On y est moins au business. On y est moins dans l'activité commerciale, développement. Donc on y laisse des plumes. Mais honnêtement, et encore une fois, ce n'est pas des magots, je t'interroge mes 5 amis, on va te dire la même chose. Si on a permis à la profession de progresser, si on a permis d'aller sur des chemins qui auraient été néfastes à la profession, eh bien c'est bien. Mais c'est usant. Et c'est pour ça qu'on peut faire ça qu'un temps. Parce qu'après, on est usé. Et parce qu'il faut qu'on pense à nos affaires. Et puis parce que aussi, comme toute usure, on a besoin d'un neuf, de sans frais. Et c'est pour ça que chaque fois, quand il y a des élections, on renouvelle. Oui, il y a un impact, mais on le fait avec plaisir, avec abnégation et avec beaucoup d'humilité. Autre question sur l'impact justement, vos relations d'agents avec la compagnie, ça donne quoi sur le mandat du bureau exécutif? Alors je vais t'en parler parce qu'on a eu pareil, puisqu'on a une période quand même particulière, où il y a eu des sujets qui sont arrivés en masse, compliqués. On parlait de l'entreprise, mais plein de choses ont été impactées. Ça dépend encore des personnes qu'on a en face. Quand je dis en face, je n'aime pas dire en face parce qu'on est dans la même équipe, normalement, on porte le maillot Allianz, mais il y a eu des pressions individuelles exercées sur des membres de mon bureau exécutif. Il y en a eu. C'est intolérable, et je l'ai dit à Jacques Richier lorsqu'il était là, et je l'ai redit à Fabien Vatelet que j'ai rencontré, c'est intolérable. C'est quoi des pressions? Des pressions sur leurs projets individuels, sur des phrases qui ont pu être dites parce que on n'est pas dans le monde des bisounours. Nos confrères ne le voient pas, et je leur dis, il y a des commissions exécutives qui sont extrêmement tendues avec des montées d'adrénaline, hein, c'est indéniable, c'est humain, je veux dire, on partage, on a le souci, ils l'ont aussi du métier, mais nous on a le quotidien de nos clients, de nos collaborateurs. Donc il y a des mots utilisés, il y a des pressions, il y a eu des pressions. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas envie de faire un procès à qui que ce soit, mais je dis simplement que ces pressions-là, et je l'ai dit à Jacques Richier, je l'ai dit à Fabien et à tous ceux que j'ai croisés, moi en tout cas, elles me confortent. S'il y a pression malsaine, c'est qu'on est dans le vrai. Et elle me conforte, elle me renforce dans la conviction de pousser le dossier encore plus loin. Rien, je dis bien rien, et je l'avais dit lors de mon discours d'investiture à Avignon, rien ne me fera reculer quand je trouve que c'est injuste. Ça, c'est une forme d'injustice. Alors on en a eu, oui. Mais je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Ça fait partie du rôle, de la mission qu'un membre du bureau exécutif doit accepter. Ok, très bien. Question qui a été posée par un agent sur les frais de fonctionnement. La cotisation syndicale, c'est pas rien. Il y a des agents pour lesquels c'est un effort de payer cette cotisation. Ça se décompose comment? Est-ce que vous avez un impact dessus? Qu'est-ce que vous faites pour la minimiser? Globalement, quel type de resto vous prenez quand vous faites des réunions? Enfin, globalement, qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor? Alors, les cordons de la bourse, c'est moi. Ça tombe bien. On n'est pas sorti. Et c'est pas le plus marrant, hein.
La cotisation, il y a deux parts. 60% de la cotisation, d'ailleurs la cotisation est collectée par l'AGA, 60% des fonds partent à l'AGA pour faire fonctionner l'AGA. Les 40% restants viennent au budget de fonctionnement de MAC 3. Je ne vais pas m'étaler sur comment c'est décomposé parce qu'on ferait énormément de peine à Jean-Baptiste qui tous les ans présente les comptes en détail, donc ça sous-entendrait que le collègue qui a posé la question ne vient jamais aux AG, c'est pas bien. Ou alors il s'est endormi au moment où Jean-Baptiste parlait, c'est pas mieux. Donc, ça nous sert à quoi? Payer les locaux. On a 2 secrétaires permanentes. Payer les salaires. Payer chaque fois qu'un commissaire technique, chaque fois qu'un délégué de proximité, chaque fois qu'il y a une réunion en région, payer la vacation. 80 € par jour. Ça s'appelle un dédommagement parce que ça ne paye pas tout. D'accord? 1 € par jour, oui. Voilà. Mais bon, c'est pas super large. Après, derrière, vous êtes bien placé pour le savoir, on essaye d'être effectivement prudent sur toutes les dépenses. Encore une fois, celui qui aura suivi les différentes assemblées générales année après année n'aura pas manqué de remarquer que nos fonds de réserve augmentent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans la dépense ostentatoire ni pour se faire plaisir. Bien au contraire, chaque fois qu'on fait un investissement, on commence, et je m'en fais vraiment une rigueur, par faire une économie préalable. Donc tout est autofinancé. Le but du jeu étant, si un jour vraiment on avait une crise majeure, exceptionnelle, extraordinaire avec la compagnie, C'est essentiel, ça. avoir la capacité de fonctionner au moins 1 an et demi sans le moindre subside de la part d'Allianz, sans la moindre aide de qui que ce soit. Pouvoir vivre ce que la compagnie appelle des réserves techniques. Voilà. C'est le prix de notre On indépendance fonctionne. et notre autonomie. Voilà. On doit constituer des réserves techniques et on est garant du niveau de ces réserves techniques. Donc non, on ne dépense pas 1 centime qui n'est pas dû. Et je vais me compléter donc, sur la partie AGA où on entend souvent un peu de crispation sur le fait mais pourquoi on paye autant chez AGA. Je crois que dans notre maison fédérale, on ne voit pas assez les richesses dont elle dispose et qu'elle met à disposition de nos unions professionnelles. L'aspect juridique, on en a parlé tout à l'heure dans différents dossiers. Et il y a bien d'autres choses qu'on détaillera, on ne va pas le faire maintenant, ça serait fastidieux peut-être, mais je vous assure qu'il y a une vraie richesse dans cette maison-là, qu'elle nous représente en termes de lobbying au niveau de la FFA, au niveau des instances européennes, parce qu'il y a des lois assez sombres qui sont en train d'arriver sur l'intermédiation, on en parlera à l'AG forcément de juin. La FFA, c'est ça aussi, hein. C'est surtout ça, passer son temps à représenter notre métier au niveau des politiques, sur des décisions qui nous contraignent de plus en plus. Donc la clé de répartition, elle existe, elle est aussi naturelle parce qu'il faut que l'AGA dispose de ses propres ressources pour nous représenter. Ok. On sera attentif à l'AG. On regardera bien les tableaux de Ah oui, Jean-Baptiste. regardez. Alors, Jean-Baptiste, il nous dit Jean-Baptiste, je vous laisserai normalement, puisque j'arriverai au terme de mon mandat en juin, je vous laisserai normalement avec mes amis, qui certains vont continuer, les clés d'un camion avec pas mal d'argent, puisqu'on n'a rien dépensé pour répondre à notre confrère, on n'a pas pu faire de réunion, pas pu faire d'assemblée régionale, l'Assemblée nationale non plus. On n'a pas pu la faire. Donc les restaurants, je pense que ça n'a échappé à personne, c'est fermé. Au cas où certains penseraient qu'on utilise beaucoup le recours au restaurant, non. Plateau repas. Depuis 1 an, on en a un peu marre d'ailleurs. Vivement qu'il y ait un restaurant. J'espère avant que j'arrête qu'il y aura un restaurant ouvert. C'est pas faux. Tu dis que tu vas partir. Avant de partir, si on te donnait une baguette magique pour forcer la compagnie à accepter 3 accords, comme ça, ce serait quoi? Alors, ça serait même plus que 3 accords, je vais te dire. Alors là, je rêve, hein. C'est I have a dream. Houdini. J'ai la baguette magique dans les mains. Des outils informatiques performants, novateurs, qui nous accompagnent plutôt qu'actuellement, ils nous desservent, donc qui nous accompagnent vraiment pour être proactifs et servir le client du mieux possible. 2, bien évidemment, un véritable SAV, l'indemnisation, mais pas que. L'enrichissement, enfin plein de choses pour les clients, mais en tout cas, une indemnisation, déjà, si c'est ça, parce que c'est le cœur de notre métier, une indemnisation topissime, avec un peu le modèle de la Maïf, même si ça ne fonctionne pas, mais ils ont un NPS exceptionnel en termes d'indemnisation, hein, que Allianz regarde, ils en sont même jaloux. Ben, voilà, 2e sujet. Et 3e sujet, alors je ne demanderai pas, moi, les tarifs les moins élevés, hein, parce que je sais ce que ça signifie chez nous. Les tarifs les moins élevés, c'est un redressement à venir.
Donc, des tarifs dans le marché avec des garanties, parce que je suis persuadé qu'on a par contre de très très bonnes garanties chez Allianz, que ce soit en retail, en pro, même si c'est parfois compliqué. Hein. On a de très bonnes garanties, mais simplement des tarifs dans le marché avec une politique stable sur 3 ans. Voilà mes trois souhaits. Si j'avais la baguette magique, c'est ce que je ferais, je pense. Je sais pas, ça te fait plaisir ça comme, Écoute, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal, mais Ça donne de la perspective. globalement, pour en terminer, tu pourras encore avoir un mandat pour accomplir ces vœux. Pourquoi tu arrêtes, Christophe? Alors j'ai toujours dit ce que je faisais et je fais ce que j'ai dit. C'est-à-dire que depuis le premier jour où j'ai été investi à Avignon, j'ai dit que je ne ferais qu'un mandat. Un seul mandat parce que je suis dans la transmission et la transition. C'est ce que je souhaite et Jean-Jacques en a parlé tout à l'heure. Pour faire très court, je vais faire très court. Ça fait 28 ans que je suis agent. Tout de suite à l'issue de ma période de probatoire, donc 2 ans après, j'ai été délégué de proximité, puis responsable de circonscription, puis président de région, puis président de commission technique assurance de personnes, puis président adjoint, puis vice-président et enfin président. Je pense qu'il est temps. Bon, genre, trésorier, je laisse bien la place à Jean-Baptiste. Secrétaire général aussi, parce que je suis incapable de programmer un repas. Donc, les restos sont fermés, donc ça va. Et puis syndic, je ne suis pas très bon pour lire tout ça. Donc il n'y a que 3 rôles que je n'ai pas réalisés et je n'ai pas envie de les faire. Donc je suis vraiment content de passer la main. D'abord, je vais être un peu égoïste, hein, je vais le faire et je le dis. Prendre un peu de temps aussi, un peu de recul. Hein. Ça fait donc 26 ans que je suis impliqué. Je resterai impliqué, bien évidemment. J'ai envie de prendre un peu de recul. J'ai envie qu'il y ait un souffle nouveau qui arrive au sein de MAC 3. Et je suis très, très heureux de confier les rênes à Alexis de la Rupelle, à qui j'ai demandé de prendre la suite. Mon ami Jean-Jacques, qui est très modeste, n'en parle pas, mais les deux anciens, entre guillemets, parce qu'il a été aussi de tous les combats, il reste quelques anciens. J'ai demandé à ce que Yann et Frédéric Moiret restent évidemment parce qu'il y a leurs compétences et la mémoire de Xavier et la mémoire de voilà, mais que les deux anciens, hein, c'est les 2 vrais anciens, c'était Yann et Frédéric restent. Jean-Jacques et moi, on va prendre un peu de recul, mais on va rester bienveillants, les accompagner. C'est une très belle équipe qui se met en place. Je leur apporte tout mon soutien. J'en suis vraiment très content et on va suivre ça avec une grande passion. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors bien sûr, on a fait un condensé de toutes les questions d'agents, mais tout ce qu'on a reçu a été posé sous différentes formes. Je vous propose de faire un débrief à l'Assemblée Générale de cette vidéo. Vous aurez d'autres questions et donc on se rejoint. Les dates, c'est 2 et 3 juin, c'est ça? 3 et 4. 3 et 4. Eh ben, on se retrouve le 3 ou le 4. Non, mais moi je suis convoqué la veille parce que je vais travailler un peu encore. On se retrouve donc le 3 et 4 juin pour cette superbe Assemblée Générale qu'on attend maintenant depuis 2 ans. Merci beaucoup. Merci à toi, Jules. Merci à tout le monde.